Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? À bientôt. Super, déjà présente-toi. Alors, je m'appelle Angelo. Angelo Esson pour mon nom d'auteur. Donc, je suis écrivain. Je suis d'abord designer. Mais j'écris depuis un an. Du coup, j'ai sorti mon premier livre il n'y a pas longtemps. Et du coup, c'est une nouvelle vie d'écrivain. Mais toujours dans la créativité. Donc, à fond. T'écris quoi comme style? Alors là, au début, en fait, c'était un tout hasard. Là, je suis sur des romans. Là, j'ai à peu près, on va dire, 7-8 romans en préparation. Juste le premier d'une longue série. Sauf qu'à la base, en fait, je suis plus dans la réflexion en fait du monde de demain, on va dire. Je suis plus dans tout ce qui est OGM, tout ce qui est tout ce qui est humain, on va dire le lien entre les humains et les robots de demain. En gros, j'avais en fait une idée dessus par rapport aux hommes-machines de demain. Donc j'ai commencé mes premiers livres par rapport à ça, par rapport à jusqu'où le cerveau humain peut aller. Est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il n'y a pas de limite, etc. Donc, sauf qu'en fait, entre-temps, il y a eu le confinement. Du coup, je suis parti sur des romans, sur des idées un peu de bien-être d'abord personnel, parce que je pense qu'il faut d'abord être bien soi-même avant de commencer un peu à parler d'autres choses qui peut être autour, quoi, tu vois, tout ce qui est vivre ensemble, etc. Donc, en gros, je me suis concentré sur les romans. Donc, je pense que là, avant d'acquérir un peu plus de maturité, on va dire, dans mes écrits, je suis d'abord parti sur des romans avant de faire des réflexions, en gros, sur le monde de demain, parce qu'en gros, il y avait un côté un peu illégitime de ma part, parce que, voilà, par rapport à mon parcours, tout ça. Donc, on va dire que je suis écrivain de romans pour l'instant, on va dire. Mais tu dis qu'il y avait une illégitimité, Ouais. alors qu'en vrai, la réflexion sur le monde de demain, elle peut être faite par tout le monde. Tout le Ouais. monde est légitime à penser à demain. Ouais, justement, mais sauf que on n'est pas, on va pas se mentir, on est en France, tu vois, et la France est très portée sur le diplôme. Moi, je suis un mec qui a zéro diplôme et l'école m'a toujours saoulé, donc jamais été dans cette case-là. Donc, ça fait que quand moi, je suis parti de l'école, enfin, quand j'ai arrêté l'école, quand j'ai dit c'est pas pour moi, point, ça y est, c'est le moment d'arrêter parce que je me sens trop mal tous les jours. Donc, à ce moment-là, en fait, je savais que ça allait être difficile pour moi plus tard parce que je sais très bien comment ça fonctionne. Parce que même pour les parents, tu vois, le bac c'est très important. Il faut aller chercher le diplôme, ramener le diplôme, surtout quand tu as une mère comme la mienne voilà, voilà, qui a un vrai parcours scolaire, qui a un vrai bagage intellectuel, tout ça. Donc, c'était très difficile au début. Donc, quand je parle d'illégitimité, je parle surtout en fait du regard par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand tu amènes une réflexion, on veut souvent savoir qui t'es. Tu vois, donc c'est un peu différent du roman. Le roman, c'est une histoire que tu t'imagines toi-même. En gros, on va dire, on a plus de chances de se faire lire quand on écrit un roman plutôt que quand on fait une réflexion. En général, on veut savoir quelle étude tu as fait pour savoir ça, etc. etc., etc. Donc, Du coup, t'aimerais faire des essais plus que des romans, du coup? Parce que rien ne t'empêche, excuse-moi, mais rien ne t'empêche de d'écrire un roman qui est de la science-fiction ouais, ou une dystopie ouais. sur la façon de penser de demain, tu vois? Exactement, exactement. Alors pour avoir dire, j'ai déjà fait. J'ai fait 6 essais. Alors, je dois faire 6 essais. J'en ai fait 4 sur 6. C'est déjà dans mon téléphone. En gros, c'est déjà booké. Mais justement, je pense que c'est un peu trop tôt par rapport aux gens, simplement. C'est même au-delà d'être légitime ou pas. C'est juste qu'en fait, le temps n'est pas venu en fait, de dire ce que je pense. Parce qu'en fait, j'ai d'autres projets aussi à côté qui font que ce projet-là, en fait, prendra forme quand j'aurai un peu plus fait ça ou ça. Tu vois. En gros, j'ai déjà écrit, en gros, ce sera un livre qui fera 600 pages, mais qui sera divisé en 6 tomes. Et en fait, donc, chaque tome aura son thème, et sera toujours porté sur la même chose, sera porté sur le renouvellement de l'intelligence, en gros. Donc, c'est pour savoir, en fait, comment est-ce que l'humain va évoluer, que ce soit au niveau de la liberté, au niveau de la réflexion, de qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier un cerveau. Il y a plein de trucs, en fait, comme ça qui me passionnent, que j'ai écrit. Donc, j'ai écrit les 4 premiers tomes. Et en écrivant le quatrième tome, j'ai eu l'idée d'un roman. Je me suis dit, je vais partir sur des romans d'abord, parce que là, en fait, il me manque quelques pièces pour formuler tout ça, tu vois. C'est quand même, on parle aussi, c'est enfin, tout ce qui touche au cerveau, évidemment, on parle de neurologie, donc j'ai pas d'études de neurologie, donc il faudra un peu rechercher encore un peu plus avant d'écrire ça ou ça ou ça. Il faudrait que je lise un peu plus de livres de neurologie. Bon, il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui fait que si j'écris tout maintenant et que je balance tout maintenant, ça aura l'air un peu inabouti. Moi, Hmm. j'ai un peu laissé un peu comme ça en stand-by pour un peu pousser plus mes réflexions au quotidien. Et justement, écrire des romans, ça m'aide un peu à comprendre les gens et tout, analyser les gens par rapport au retour, par rapport à ce que je lis, par rapport à plein de trucs. Donc, je suis pas illégitime en gros. En vrai, je me sens pas illégitime, mais je sais que les gens le penseront.
tu Ok, vois. C'est un peu plus ça. ok. On va revenir sur ça parce que j'ai des questions par rapport Ouais. à ça, mais du coup, t'es designer aussi à côté. Ouais. Designer dans quel domaine? Alors, mon domaine à moi, alors j'ai fait des études de design produit, mais c'est pas des longues études, j'ai même pas 3 ans. Et c'était pareil, c'est-à-dire le milieu scolaire, c'est un milieu, bah, je sais pas, j'ai toujours eu un problème avec ce milieu-là. C'est-à-dire quand j'ai arrêté les études et que je me suis mis à faire autre chose, en reprenant en fait, en allant à l'école du design, je me suis dit, bah, ça y est, ça, je vais faire un truc un peu plus fun. Mais finalement, non, c'était la même machine, c'était la même machine, tu vois. C'était le même, bah, le directeur, le prof qui était de faire ça. Donc, L'école reste l'école. ouais, l'école reste l'école, en gros, peu importe le domaine. Pourtant, j'étais dans un milieu créatif. Tu vois, je me suis dit, on a un peu plus de liberté, mais il n'y a pas du tout de liberté. Donc, j'ai failli être, enfin, en gros, on rentre dans un moule pour être formaté. Et moi, ça, c'est un truc qui me rend malade tout de suite. Du coup, je suis parti. Et du coup, en fait, j'ai commencé à créer tout seul dans mon coin. Au début, ça a toujours été des chaussures. Tu vois, en gros, moi, je prépare une marque de chaussures pour plus tard. Je parle de la marque pour l'instant parce que je l'ai pas breveté, j'ai pas tout breveté pour l'instant. Donc, j'ai plein d'idées déjà faites qui sont déjà pas brevetées, on va dire, mais qui sont déjà dessinées. J'ai près de 300 dessins chez moi aboutis, finis, mais pour plus tard, tu vois. Et du coup, sauf que il n'y a pas beaucoup de milieux aujourd'hui, en fait, on va dire, de marques qui prennent un designer de chaussures. C'est souvent, voilà, en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de diplôme, donc c'est très compliqué de me faire une démarche en disant, ouais, je veux être designer chez vous, voilà, tu vois. Donc, à ne pas avoir le bras long et tout ça un peu compliqué. Donc, avec les autres marques, on va dire, j'ai commencé à dessiner des vêtements. En gros, j'ai pas appris les vêtements à l'école, j'ai appris des chaussures, mais via en fait ma technique de dessin que moi j'ai améliorée au fil des années, j'ai pu dessiner des vêtements pour d'autres marques, etc. Donc, en gros, je suis designer, on va dire vêtements pour des autres, mais quand il s'agit de moi, en fait, j'ai une marque de chaussures que je prépare. Ok. Et du coup, comment ta famille, elle prend le choix que tu fais de devenir designer, vu qu'à la base, c'était ça ton choix? Bah, c'est justement c'est risible aujourd'hui parce que c'était très compliqué au début, tu vois. Moi, je partais de la maison assez tôt. Et ma mère, je savais, ma mère, mon beau-père, je savais qu'ils ils étaient pas préparés à ça. Je pense ils vont pas voulu en fait que je parte tout de suite parce que justement, j'avais pas fini mes études, que j'avais pas le bac, que j'avais pas ça. Donc, je les ai vus un peu inquiets. Je pense que c'était inévitable pour eux, je pense. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu le choix que d'accepter le fait de partir parce que j'étais une bouloire à la maison. Donc, il fallait me lâcher, c'est tout. Il fallait juste me lâcher. Donc, je pense que ma mère, là, je pense que c'est déjà que ouais, deux fois, elle a pas dormi de la nuit parce qu'elle était un peu inquiète par rapport à ce que son fils allait faire de sa vie. Et moi, j'avais mes idées claires et je savais très bien que j'allais réussir. Point. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Peu importe ce que je fais, tu vois. Peu importe ce que je fais dans la vie, je sais que j'ai un but, peu importe par quoi je passe. Et c'est très difficile, en fait, de transmettre ça aux parents, de dire, en fait, à sa mère, t'inquiète. Tu vois, la même mère, elle est toujours inquiète. Et elle sait que, voilà, pour elle, le chemin principal qui est sûr dans la vie, ce sont les études. Quand ton fils refuse des études alors qu'il peut le faire, c'est ça le. Je pense que c'est ça, elle a du mal à accepter ça, tu vois. Le fait que je puisse le faire, que je ne veuille pas le faire. Le fait que je sois pas mauvais à l'école, mais que je refuse juste d'être bon dans ce domaine-là parce que je me sens pas bien, tu vois. Donc elle a dû accepter, j'ai forcé à ce qu'elle accepte. Et quand elle accepte le design, en fait, je pense elle se dit pourquoi pas à ce moment-là. Elle se dit pourquoi pas. Et au fil du temps, je pense elle a accepté. Je sais pas si elle a accepté, mais je crois qu'elle s'est juste tue. En fait, ma mère, voilà, c'est une mère africaine. Et enfin, une mère africaine, c'est un peu trop généraliste de dire ça. Ma mère, c'est une mère qui a fait de longues études, etc. Donc, une mère intellectuelle et qui a beaucoup qui a une grande cervelle. Mais je pense qu'au-delà d'accepter, je pense qu'elle a laissé faire. Tu vois. Et un truc que je dis dans mes écrits, c'est qu'en gros, c'est comme accepter de me laisser mourir à petit feu dans sa tête. Tu vois. Elle Hmm. s'est dit, je peux rien faire pour l'arrêter, il va faire ce qu'il veut faire. Donc elle m'a soutenu. Bon, au début, c'était pas facile d'accepter, ouais. Ma mère voulait vraiment que que je suive un peu d'une lignée bah, que ce soit ma soeur, et moi j'ai un grand frère et j'ai une grande sœur qui ont tous fait des études comme ma mère. Moi, je suis le seul à faire un petit canard, quoi, qui a décidé de Oh, faire mais un t'as cursus. essayé quand même. J'ai essayé de faire des études. Ouais. Vu que Bah, t'as fait quand même un peu d'école de design. ouais, justement. Mais en fait, là, quand je parle d'études, je parle plus d'école bah, générale, quoi, tu vois, dans des spécialités que ce soit bah, l'école normale, on va dire, tu Mais vois. tu vois, ce qui est intéressant, c'est que. En plus, je crois que j'en ai déjà parlé ici, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu choisis un domaine qui est artistique, Ouais, mais pour lequel il y a des écoles, tu vois, par exemple, moi, il y a des formations aujourd'hui d'écrivain, mais il n'y en a pas ouais, vraiment, tu ouais, vois. Il y a des écoles de théâtre, mais ça reste quand même très, très abstrait et artistique. ouais. Euh,
le design, c'est un peu comme l'architecture et tout, il y a des vraies études Ouais. qui sont faites pour ça. Ouais. Euh, je pense pour les proches, pour généraliser, tu Ouais. vois, c'est un peu compliqué de en même temps refuser l'esprit artistique Ouais. de la personne, de ta famille ou de ton entourage qui veut faire ça, alors qu'à côté de ça, il y a un truc qui est très concret et très dans le moule, qui est quand même l'école qui Exactement. prépare à ce milieu Ouais, créatif, tu vois. exactement. Ouais. C'est bizarre. Je pense, même dans sa tête, ça devait être compliqué de se dire, Ouais. ouais, mais il veut pas faire d'études, mais en même temps, si, parce qu'il fait quand même une école de Ouais. design, mais ça reste très abstrait, enfin, Ouais. tu vois. Je pense que au-delà en fait de école ou pas école, c'est le côté en fait. Moi alors c'est pas tant l'école le problème, on va dire, le fait qu'on m'enseigne des trucs, c'est la façon dont on m'enseigne. Et je pense que ce que ma mère a eu du mal à accepter, c'est plus le côté autodidactie. Moi, je suis très autodidacte. C'est plus ça, en fait, qui fait peur. Se dire, on va s'auto-instruire soi-même. Est-ce que tu vas arriver là où les autres sont arrivés via les diplômes, tu vois? C'est plus le côté, en fait, je vais faire par moi-même et arriver au bout moi-même. Tu vois, évidemment, comme tu disais tout à l'heure, bah, toi, c'est par exemple, tu fais du théâtre, l'école du théâtre, est-ce que tu penses que tu pourrais y aller là-bas? Est-ce que tu penses que tu as déjà ton bagage à toi, tu vois? Évidemment, quand on a un bagage à soi et on se dit, mais en fait, est-ce que je vais rentrer dans ce moule-là? Tu vois, est-ce que j'ai envie de rentrer dans le moule de je retourne sur le banc de l'école et on m'enseigne quelque chose que dans ma tête, je pense déjà savoir faire, tu vois? C'est plus ça qui fait peur aux parents de se dire que est-ce que le fait de faire ça tout seul, sans diplôme, ça va aboutir. Hmm. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas se foutre un peu de soi-même enfin, dans une case et se mettre un bâton dans les roues, tu vois? Quoi. Ben, je pense qu'en fait, ouais, je pense que c'est plus le côté, ouais, c'est plus le côté débrouillard en fait qui gêne les parents. C'est-à-dire en fait là où il n'y a pas de, c'est pas, comment dire, c'est pas concret. C'est-à-dire ils ont très peur du côté en fait, voilà, il fait ça pour s'amuser et ça aboutit pas, bah il fera rien de sa vie finalement, tu Ouais, vois. ouais, je C'est plus comprends. ça qui fait peur, ouais. Ouais, je comprends. Parce que si on fait la même chose, si on crée la même chose, en gros, un autodidacte qui crée quelque chose et un mec qui crée en études, celui qui crée en études sera toujours vu en fait comme celui qui est le plus brillant parce qu'en fait il y a un prof derrière ça, il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui a fait déjà, Hmm. voilà, tu vois, et il y a une note derrière ça aussi, tu vois, il a eu 17, oh là là, il a eu 17, alors qu'un mec qui n'a pas fait d'études, qui peut aussi avoir le même 17, mais ne sera pas noté. Donc le fait d'avoir 17 sur une note, qui est le même dessin finalement, et le mec qui a été validé par un prof, on va dire, oh là là, là c'est un prof qui a validé quand même, il y a un directeur qui a validé, une étude qui a validé, tu vois. Ce côté-là, en fait, qui fait peur surtout aux proches. Je veux dire, en fait, ce que tu fais, bah, qui le voit et qui le valide. Est-ce que c'est vrai? Hmm. Est-ce que tu es dans le vrai, tu vois? C'est ça qui fait peur aux parents, je pense, ouais. Hmm. Donc c'est effrayant en même temps pour soi, parce que tu te dis, en fait, t'as peur de soi à ta mère, et c'est aussi effrayant pour la mère du coup, parce qu'elle ne Hmm. voit pas le résultat de ce que tu fais. C'est plus ça en fait. Mais excuse-moi, mais ce qui est intéressant, et j'ai déjà dit ici, tu vois, moi pour ma part, en tout cas, c'est passé comme ça. Ouais. Ce qui fait la validation, quand il n'y a Ouais. pas. Alors, j'ai l'impression, pour schématiser grosso modo, tu vois, que dans les études, il suffit d'une personne qui valide pour que ce soit validé. Ouais. Comme tu as dit, un prof qui note, Ouais. ça permet de valider. Quand tu es autodidacte, il faut que tu aies un nombre de personnes assez conséquent qui valident pour que ce soit Exactement. validé. Ouais. Et du coup, comme tu as dit, si tu es dans une étude et que tu fais un dessin et que tu as un prof qui te dit, ouais, ça vaut 17 ou 20, c'est validé. Exactement. Mais quand tu es autodidacte, il faut que tu aies au moins 1000 personnes qui te disent c'est un bon dessin pour que ce soit Exactement. l'équivalent du prof Ouais, dans la tête exactement. des gens. Parce que quand tu, par exemple, moi par exemple, quand j'ai commencé à écrire ou à dessiner, on va dire, on va commencer par le début. Quand j'ai commencé à créer, je créais chez moi, j'étais en couple, tu vois. Donc, celle avec qui j'étais disait, ah ouais, c'est bien, tu vois. Mais ça n'a pas la même valeur que si mon prof me disait c'est bien. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Elle valide, mais ça apporte rien, ça apporte pas de notes. Donc, je sais pas si c'est un problème, mais je pense que ouais, ça devrait être, comme tu dis, justement, je pense que quand tu fais par exemple, on va dire quoi, ouais, on va rester le domaine du design, le prof enfin, ça a été comme ça depuis le temps. La Hmm. France était comme ça, évidemment. Je crois que toutes les cultures sont comme ça. Le prof a fait des études derrière, donc il est légitime de parler, etc. Et aussi, il y a un côté, en fait, on enlève l'hypocrisie. C'est-à-dire, un prof, il a rien à faire de toi, au final. Donc, il te dit la vérité, tu Hmm. vois, au pire. Donc, si il te dit que c'est 17, c'est que c'est vraiment 17. Alors que si ton pote te dit que c'est 17, peut-être qu'il ment, etc. Donc, je pense que, donc, ça, un parent, ça passe pas. Parce que même si tu ramènes 10 potes, tu dis, ah ouais, votre fils a fait un truc de bien, le parent sera jamais rassuré. Il va dire, ouais, vous êtes ses potes, alors qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai, qu'est-ce qui c'est pas pour faire plaisir, tu vois.
Je pense que, je sais pas si, moi, je suis pas déjà à dénoncer le système. Tu vois, moi, je fais mon truc et je me dis, bah, quoi qu'il arrive, je vais réussir et j'y vais. Mais je pense que, ouais, il y a un petit souci quelque part au niveau de l'apprentissage du truc parce que, pour mon cas, j'étais dans une école où, en fait, bah, c'était un blocage. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai une idée, mais mon idée ne passe pas. Elle passera uniquement si mon idée se rapproche de ce que eux ils ont voulu me donner comme processus Mhm, de création. mhm. Et moi, j'ai du mal avec le processus, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire à l'école ou en design, etc. Moi, la créativité, c'est un éclair qui arrive tout de suite. Et sauf que ça, quand tu es en cours, il y a 20 élèves autour de toi, tu peux pas le dire comme ça, parce que non seulement ça fait prétentieux, et on va croire que tu es un paresseux, etc., qui va prendre des raccourcis. Alors que moi, quand j'avais une idée à l'école, etc., c'était paf, et j'avais l'idée. J'ai pas besoin de faire 20 croquis avant, etc. Mais sauf que ça, c'est le processus, et le prof, il note le processus, et note pas l'idée de l'éclair. Et moi, je croyais en fait à ça naïvement, c'est-à-dire arriver à une école de design, on va vous dire qu'est-ce que vous savez faire, allez, montrez-moi. Tu vois. Mhm. Alors que non, finalement, c'était toujours l'école, c'était toujours. Alors aujourd'hui, on est jeudi, il est 16h, montrez-nous ça. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de créer à 16h. Je veux créer à 18h le mardi. Parce que c'est comme ça, c'est mon cerveau qui reçoit l'information et qui le transmet à mon inspiration, etc. Il y a c'est pas un processus, justement, ce sont des étapes de créativité, ça se fait en une seconde. Mais pas en une heure précise avec un prof qui arrive avec une façon un schéma à suivre. J'ai du mal avec tout ce qui est, voilà, tout Qui ce est qui est école. tracé, Ouais, ouais. tout ce qui est tracé, j'ai vraiment du mal avec ça, en fait. Moi, je suis très spontané. Et justement, quand j'ai commencé à écrire, c'était pareil. Moi, c'était j'ai commencé à écrire en novembre 2019, mes premières lignes. Et je me suis dit, en fait, voilà, c'est juste pour mettre ce que j'ai dans ma tête. Et j'avais aucune idée de savoir, de me dire que je vais être écrivain plus tard. Non, c'est arrivé vers mars, avril. Et je me suis dit, ok, je vais écrire. Et c'est pareil, là, à ce moment-là, quand j'écris, c'est pour me dire, c'est pour l'avenir. Parce que là, on parle des humaines machines, etc. C'est pas pour tout de suite. Et sauf que le roman est arrivé dans ma tête. Je me suis dit, ah, pourquoi pas écrire un roman? Et bam, moi, j'ai écrit mon roman je crois, en 14 jours. Ok. 200 pages en 14 jours. Parce qu'en fait, c'était boum, fais-le. Tu vois. Et à ce moment précis aussi, je me suis séparé, en fait, de. Bah, j'étais en couple avant, je me suis séparé de celle avec qui je vivais. Et c'était comme un. Alors, c'est mal de dire ça, c'était comme un soulagement. Parce qu'en fait, quand tu es entouré de personnes, en fait, Qui te bride un bah, peu. qui te bride. En fait, c'est comme, en fait, finalement, c'est comme une mère qui te dit, en fait, qu'est-ce que tu fais? Non, attention, c'est pas le bon chemin. Mais quand tu viens de celle qui te partage ta vie, tu te dis, en fait, est-ce que tu m'encourages, est-ce que tu m'encourages pas, tu vois. Donc, quand je me suis séparé d'elle, c'était un truc de fou. C'était comme un robinet, en fait. C'était du genre, ah ouais, d'accord, donc je suis tout seul, personne m'embrouille le cerveau, donc je peux le faire. Alors, boum. Et le roman, il est sorti comme ça, en fait. En 14 jours, j'ai validé, j'ai envoyé les candidatures et j'ai reçu des réponses et tout. Donc, je pense que ouais, je pense que ouais, pour revenir au design, moi la validation des gens est importante. Je pense que j'ai plus besoin de validation des gens que du prof. Parce Mhm. que le prof, il a une idée en tête, c'est de te mettre dans un schéma, qu'on puisse dire aussi plus tard que c'est lui qui a formé telle personne, tu vois. Ouais. Il cherche aussi sa gloire à lui, tu vois. Ça, on n'y pense pas On n'y assez. pense pas du On ne tout. pense pas assez Ouais, à la gloire que tirent les professeurs de exactement. faire de bons élèves. Exactement, ouais. Et on ne pense pas assez au fait que faire de bons élèves pour les professeurs, sans incriminer les professeurs, je vais pas m'attirer les Ah bah foutes des non, professeurs non. et des gens Non, qui non, vont à au l'école, contraire, bah, ils font une table de ouf. mais c'est une piste de réflexion. Mm. On ne pense pas assez au fait que pour les professeurs, il y a un truc dans leur carrière à eux, Ouais. dans leur cheminement à eux, Dans leur ego aussi. dans leur ego, de Mm. vouloir faire des bons élèves, Ouais, et que ça passe aussi par parfois soit les cadrer, soit les formater, exactement. pour qu'ils aient dans la piste qui vont leur être Ouais. redevables, tu Ouais, vois. ouais, et l'école aussi. Parce que moi, j'avais vraiment une école identitaire. C'est-à-dire, on savait que ce mec-là, il est chez Rebook aujourd'hui, il est chez ADS aujourd'hui. Tu vois, tu arrives à l'école, tu vois les visages des gens qui ont fini chez Rebook, etc. Tu dis, waouh, ouais, d'accord, je vais finir chez Rebook. Mais ces mecs-là, tu vois, finalement, ils ont la même identité, ils viennent de là, tu vois. Moi, j'ai eu une écho comme quoi, en fait, bah, par rapport au stage, tout ça, on avait trop d'élèves qui partaient en stage chez tel endroit, chez telle marque. Du coup, la marque disait non, n'envoyez plus des mecs de cette école-là, parce que finalement, ils se retrouvaient avec des mêmes gens, Ouais, tu vois, bah ouais. avec les mêmes gens qui ont le même trait de dessin, la même idée, etc. Donc, finalement, tu es formé, tu sais faire ce que tu sais faire, mais tu le fais comme tout le monde au final, Ouais. tu vois. Et c'est ça, en fait, que moi, je craignais le plus. Le diplôme, c'est pas si grave. Voilà, moi, je m'en fous de diplôme, je veux pas avoir de diplôme. J'avais une sorte dans ma tête de folie en me disant, je veux pas avoir de diplôme, tu vois. Mais
je me disais, en fait, si je l'ai, c'est pas si grave. Moi, j'ai pas envie d'avoir le diplôme comme tout le monde. J'ai pas envie d'être comme tout le monde. J'ai pas envie de créer comme tout le monde. Et ça, en général, à l'école, justement, le prof et la direction même de l'école, il y a une manière de faire, il y a une manière de dessiner, il y a un processus à suivre qui fait que quand tu sors de là, quand tu vas chez une grande marque, finalement, de designer, ils veulent que là-bas, on dise, bah, lui, il vient de telle école. Tu vois. Donc, c'est important pour eux. Donc, ça biaise un peu leur formation. Ouais. Parce que finalement, en fait, ils te laissent pas être que tu veux. Mm. Ils font de toi ce que eux ils veulent pour que leur école puisse prospérer. Parce que c'est des écoles qui coûtent entre 8 000 et 20 000 euros l'année. Donc, évidemment, il faut un nom derrière, il faut une identité de l'école. Quoi, Ouais. tu vois. Donc, évidemment, ils comptent sur les élèves. Ouais. Et c'est un peu malheureux, mais voilà, au final, tu as un diplôme. Donc, tu fermes ta gueule parce que tu as un diplôme et que les grandes marques t'appellent, etc. Mais tu es formaté. Ouais. Ouais, moi, j'arrive pas à accepter ça. Bah, c'est vraiment la question du choix de est-ce qu'on suit sa voie Ouais. ou est-ce qu'on... Alors, est-ce qu'on suit sa propre voie au risque qu'elle mène nulle part Ouais. ou est-ce qu'on suit une voie qu'on trace pour nous mais avec l'assurance qu'elle mène quelque part? C'est ça la question qui se pose du coup. Justement, ouais, c'est la question qui se pose. Et en fait, le plus difficile, justement, c'est de se dire que sur la voie qu'on se trace nous-mêmes, il n'y aura jamais de garantie. Il n'y aura jamais de garantie. Jamais de garantie. Mais jamais. C'est-à-dire, il y a pas un mec qui s'est dit, je vais prendre un risque, il y a une garantie derrière. Il y a une garantie derrière, tu vois. Il n'y a jamais de garantie. Et ça, c'est ça qui fait peur le plus, tu vois. Moi, quand j'ai arrêté à l'école de design, je le dis souvent, un peu, j'en rigole aujourd'hui parce que voilà, c'était assez marrant. C'était en fait une réflexion déjà. Je me disais, est-ce que à la fin de l'année, dans mon book final, parce qu'il fallait présenter un book, il y aura des choses qui me plaisent dedans. Je me suis dit non. Tu vois. Moi, je vais faire de la basket. Moi, je faisais tout, des pistolets à peinture, etc. Tu design produit, tu fais tout un peu, tu vois. Donc, au final, moi, je savais faire plusieurs choses, mais pas ce que je voulais. Donc, j'étais pas heureux finalement, tu vois. Donc, je me suis retrouvé dans une situation que j'avais déjà connue quand j'avais quitté l'école à la base, le lycée. Je me disais, enfin, finalement, je suis pas heureux. Moi, ce que je veux, c'est être heureux, être en paix avec mon cerveau. Parce que mon cerveau, il me tape sur les nerfs. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ah oui, je vois, je Mais vois. voilà. Donc, il faut que je sois en paix avec lui, sinon il va pas me lâcher, ce mec, tu vois, dans ma tête, tu vois. Et quand je suis parti de l'école de design, le mardi, j'étais avec les autres, je disais, ouais, à demain et tout. Le mercredi, j'ai levé les yeux, je me suis dit, je vais pas. Ça me saoule. Tu vois, je vais pas, ça me saoule, c'est cher pour rien, j'arrête là et voilà. Donc évidemment, il y a encore, tu vas encore dire à ta mère, maman, j'ai arrêté l'école à nouveau. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec, tu vois. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est sans fin. Donc, tu fais que ça te rassure pas toi en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais quand j'ai arrêté, j'avais l'idée, en fait, en me disant, j'apprends pas assez, je paye trop cher. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? C'est que je me suis mis chez moi, j'ai commencé à dessiner. Mon niveau de dessin aujourd'hui, j'ai quelques trucs dans mon sac, vu qu'après je dessine, je te montrerai si tu veux. Mais je dessinais rien du tout au début, je ne savais pas dessiner au début. Et je me suis mis chez moi, j'ai pris mon crayon à force, je prenais des baskets, je regardais, je faisais des traits, etc. Pourtant, j'avais appris à l'école comment faire un dessin en perspective. Mais le schéma était tellement le même, tu commences par un triangle, tu fais un rond, etc. Après, tu suis la ligne, etc. J'arrivais pas, je me disais, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi protocoliquement comme ça? J'aime pas le protocole, en fait. Ça me gêne d'avoir ce protocole-là. Surtout qu'on est 20 à faire la même chose. Ça me dérange vraiment de le faire. Comme ça, monsieur, tu lèves la main, personne ne t'écoute, tu es tout seul à te plaindre. Qu'est-ce que tu fais? Donc, quand tu pars, tu te dis, ok, je vais faire moi-même. Donc, au fil du temps, tu rates des dessins, tu fais des perspectives qui n'ont pas de sens. La jeture, elle est là-bas, la tête, elle est là-bas. Tu te dis, merde. Tu recommences, tu bouffes du crayon, comme on dit. Et à force, ça vient. Tu vois. Et ça, c'était en fait. Et même là, tu n'as pas de garantie parce que tu sais dessiner, mais tu n'as pas le diplôme parce que la France aime le diplôme. C'est ça le truc, tu vois. Donc, tu as eu un bagage qui est fruit de ton auto-instruction, mais tu n'as pas le bagage qui prouve que c'est validé par quelqu'un, tu vois. Donc c'est validé par toi-même et les gens voient l'évolution parce que moi je pouvais prouver que j'avais évolué avec le temps parce que j'ai un petit carnet comme ça là où en fait j'ai mes dessins en fait dans un carnet là où c'est nul mais vraiment je ne savais pas dessiner du tout et j'ai l'évolution aujourd'hui en fait un dessin en grand caractère et ça c'est ma validation à moi en fait cette évolution sur 3 ans mais c'est pas validé par un diplôme c'est vrai que quand tu vas dans une marque et tu leur dis j'ai pas de diplôme il faut tomber sur un mec qui est comme toi qui te dit ah ouais c'est pas grave t'as pas de diplôme bah, montre-moi ce que tu veux faire tiens une feuille et un crayon et montre-moi ce que tu sais faire ça en fait ça manque de ça en France je pense Ouais. il y a plus ça aux Je suis États-Unis d'accord. il y a plus ça aux États-Unis mais montre-moi ce que tu sais faire et t'es pris. Tu vois, moi j'ai une pote qui a été prise alors justement ça arrivait en France mais ça arrivait en Espagne surtout qui était en troisième année et tout mais qui a eu le bon stage elle était très forte en dessin c'est une meuf voilà qui a vraiment une facilité de dessin qui a été pris
dans une marque en troisième année. Donc, il n'y a pas jusqu'en cinquième année parce qu'elle avait déjà le truc suffisant pour arriver là, tu vois. Ça manque de ça en France. Ça manque de vas-y, c'est pas grave, je te donne ta chance. Tu vois. C'est pas grave le diplôme. Le diplôme, c'est des mecs qui vont valider. Et ces mecs-là, rien ne prouve qu'ils sont meilleurs que toi. Bah ouais. Au final, tu vois. C'est plus ça, en fait, qui me dérangeait, moi, dans ce système-là. Ça veut dire qu'en fait, j'avais des idées qui n'étaient pas validées par des gens. Je me demandais, est-ce que ces gens-là, en fait, ont la meilleure idée que moi? Parce qu'il n'y a rien qui... Parce que vous êtes plus âgé que moi, que vous êtes meilleur que moi, tu vois. Au final, je veux bien être validé par vous. Mais qu'est-ce qui me prouve, en gros, que ce que j'ai fait, moi, est moins bien ce que vous avez fait, vous, tu vois. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça, au final, tu vois. C'est un peu ce côté-là, en fait, de se dire, ah, je vais faire ça, mais derrière ça, en fait, je vais en baver. Tu sais que tu vas en baver. Parce que tu sais que tu vas devoir faire du porte-à-porte. Tu sais que dans ton CV, il n'y aura pas marqué, marqué dans autodidacte dans un CV, c'est pas suffisant. Ça ne veut rien dire dans un CV autodidacte. Tu vois. Donc tu dois prouver plus que les autres. Et ça fait très peur. Ça fait très très peur. Et ça fait, moi, je me souviens, j'avais peur de deux. J'avais peur. C'était une double peine. Parce que j'avais peur de décevoir ma mère. Et j'avais peur de ne pas réussir. Parce que finalement, tu aimes ce que tu fais. Mais il n'y a rien. Même quand tu aimes quelque chose à fond, il n'y a aucune preuve que c'est ta voix. Tu vois. Il y a juste de l'amour pour le truc. Mais l'amour pour quelque chose ne veut pas dire que c'est ton chemin à toi. Tu vois, t'as très peur. T'as très peur. Tu commences à regarder un peu autour de toi. Tu dis, ok, d'accord, qu'est-ce que je savais d'autre au cas où est-ce que même travailler à la boulangerie, c'est pas si mal que ça, tu vois. Tu réfléchis à tout au final. Je dis, merde. Mais t'as fait un chemin. T'es tellement. Et aussi, t'es fier. En même temps, c'est de l'ego d'homme et c'est aussi de la fierté en te disant, je vais réussir. Et moi, dès que je me suis dit, je vais réussir, c'était parti en fait. Il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Il n'y avait plus rien qui allait me dire et tout. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, voilà, quand tu vis avec quelqu'un qui te tire pas vers le haut, ça peut plomber le moral. Mais même ça m'a pas atteint. Je me suis dit, c'est pas grave. Bah, ce que je vais dire, c'est que je pense que quand tu es autodidacte et que tu es convaincu et passionné par ce que tu fais, là, ça crée une espèce de force et de champ de force autour de toi qui te protège sur ton chemin de tout ça, tu vois. Et du coup, ça te protège finalement de tes peurs, ça te protège du regard des autres, ça te protège des contraintes. C'est l'impression que j'ai, tu vois. Moi, en ayant eu ce parcours-là aussi, de forcer les portes. Et quand je dis forcer les portes, c'est pas forcément les portes, comme tu dis, du porte-à-porte, d'aller voir les maisons d'édition. C'est de forcer les portes psychologiques, exactement. Même pas des miennes, parce que moi, je me suis lancé, ça y est, tu vois. C'est les forces psychologiques des gens qui sont sur mon passage et qui me disent, t'es sûr, attends, nanana, tu vas me décevoir, tu vas te décevoir, peut-être c'est pas ta voix. Enfin, tu connais tout et l'âge ça, aussi, l'âge, le temps. L'âge, exactement. Donc je comprends ça. Et j'aimerais bien savoir aussi, du coup, quand on est passionné de dessin et qu'on fait tout pour trouver sa voie et aller vers sa voie, comment le switch vers l'écriture se fait? Ça, je pourrais même pas l'expliquer réellement, tu vois. Je pense que en fait, le switch n'est pas fait au niveau du design, mais c'est fait plus au niveau au niveau de l'interrogation. Moi, mon switch à moi, personnellement, ça a été sur la suffisance. Parce que moi, je suis un fan de basket. Et toi aussi, j'adore, j'ai vu. Tu vois. Et en fait, on a une impression que c'est jamais assez. Une chaussure, tu la valides pendant 3 mois et après, tu te dis, mais en fait, oh, finalement, elle n'est pas si belle que ça, tu vois. Un truc que tu as trouvé fou au début en disant, putain, elle est ouf. Finalement, tu te dis, bah, vas-y et tout, voilà, tu vois. Et moi, en tant que designer, c'est encore plus compliqué parce qu'en fait, il faut que je valide dans ma tête avant de porter une chaussure. Peu importe la marque. Tu vois. Je suis fan de Vuitton par exemple, je m'en fous, je vais cogner sur eux. C'est nul ce qu'ils font en basket. C'est ma marque préférée, j'arrive pas à adhérer, j'arrive pas à acheter. Tu vois, parce que c'est nul, point. C'est-à-dire, il y a des beaux vêtements, etc. Mais c'est nul en basket. Tu vois. Et donc, moi, dans ma tête, je suis pas un acheteur normal. Tu vois, je suis pas un mec qui est fan de sneakers et j'achète. Moi, j'ai une pote comme ça et tout qui est avocate. Et on en rigole souvent ensemble. C'est une sneaker addict. Et c'est une meuf voilà, qui est dans l'air du temps complet. Mais elle se définit elle-même en tant que pigeon parce qu'elle est hype. Elle aime la hype et tout. C'est comme ça, point, tu vois. Ces personnes-là, en fait, ils ne se posent pas de questions. Elles achètent et point. On aime et on n'aime pas, on achète, point, tu vois. Moi, c'est une autre réflexion. C'est en me disant, est-ce que ce que j'achète dans ma tête, c'est validé. Et si je valide pas dans ma tête, j'achète pas. Tu vois. Et en fait, le switch a été fait en me disant, qu'est-ce que je peux apporter moi en tant que designer pour plus tard. J'avais en fait le doute sur la quantité, enfin sur l'importance des chaussures dans la vie. Ouais, tu dis en gros. Ça reste une basket, ça reste moi j'appelle ça un blessement pour les pieds. Voilà. Pour soi-même, pour les autres, etc. C'est fun.
mais quelle est la limite? Qu'est-ce qu'on apporte finalement en tant que designer? Et moi, ma plus grande passion à moi, c'est de marquer l'histoire. Je le dis là comme ça ouvertement alors que je suis encore personne, mais plus tard, c'est moi avoir mon nom gravé quelque part en tant que marqueur d'histoire. C'est tout ce qui m'importe, en designer ou écrivain. Ça, je le Ok. ferai, point. Tu vois. Et je me suis dit, en tant que créateur, je vais faire des shows, etc. Je vais faire des shows que de basket, c'est-à-dire on est en vêtements neutres, etc. Mais là, le show, c'est uniquement sur les baskets, tu vois. Ça, je vais le faire, etc. Mes shows à moi. Mais quelle sera la limite? Est-ce que je ne serais pas éternel insatisfait pour finalement rentrer dans ce cercle-là et finir à 90 ans toujours designer, etc. Ça me plaît pas cette vie-là. Non seulement ça me fait plaisir au niveau familial parce que moi, mon but plus tard, c'est d'être en famille et tout ça, tranquille. Pas devoir voyager bêtement pour faire des trucs, des shows, des cérémonies, des vogues, etc. Ça m'intéresse pas. Tu vois. Je veux m'imposer dans ce milieu-là parce que j'ai quelque chose à apporter à ce milieu-là. J'ai des chaussures à vendre à ce milieu-là. J'ai des trucs bien à leur apporter pour qu'ils se sentent bien parce qu'une basket, ça peut être thérapeutique aussi pour les gens, tu vois. Mhm. Bon, j'ai des choses à leur apporter, mais pas toute ma vie. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens, que ce soit autour de moi ou peu importe, toi, ou à tout le monde. Et là, le switch s'est fait. Je me suis dit, c'est pas suffisant, une basket. C'est pas suffisant de créer quelque chose qui est beau pour les pieds des gens. Ça veut rien dire. L'embellissement, c'est l'habit finalement, en fait, c'est rien. Tu vois. Mhm. C'est parti de là. Donc, Alors attends, je t'arrête, excuse-moi, je te vas-y. coupe, mais du coup, j'aurais été à ta place. Ouais. Euh, je me serais dit, tu vois, parce que là, quand tu parles comme ça, là, je pense à un designer que je suis Ouais. et que j'adore et que j'aime beaucoup, enfin, un artiste, je dirais plutôt que je suis, que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est américain, qui s'appelle Daniel Arsham, Ouais. tu vois? Ouais. Je sais pas si tu connais. Je ne connais pas bien, mais je me Euh, demande quelque et, chose, toi. et du coup, c'est un artiste qui crée toutes sortes. En fait, il a une patte, Ouais. lui, qui est. Il donne à toutes ses œuvres une impression de destruction. D'accord. Tu vois? Ouais. Toutes ses œuvres, ça ressemble à des objets en marbre ou en pierre, tu D'accord. vois? D'accord. Et il donne une impression d'impact, de destruction. D'accord. Et en fait, il a décliné ça à plein de choses différentes. Du Ouais. coup, il s'est mis à designer, à dessiner des vêtements Ouais. pour des marques dans des collections uniques, tu vois, pour Dior, etc. Il a pris des images très mainstream, genre Ouais. des Pokémon, des Ouais. trucs comme ça. Il en a fait des sculptures avec cette impression D'accord. d'impact et de Ouais. destruction. Il a repris des images iconiques de l'art Ouais. graphique pareil. Il fait des sculptures, il fait des peintures. Tu vois, il apporte Ouais. tout ça. Euh, je me serais dit, je serais à ta place, j'aurais tendu à ça. Ouais. Ça veut dire que j'aurais commencé par les baskets. Mais dans cette idée d'insuffisance créative, ou en tout cas Ouais. d'apport à l'humanité, Ouais. j'aurais été vers ce qui est la facilité pour moi. Ça veut dire dessiner, Dessiner mais autre autre chose. Ouais. Peut-être des sculptures, Ouais. peut-être des objets, je ne sais guère, tu Ouais. vois. Avec cette idée-là et ma patte, Ouais. et ça aurait pu aussi marquer le Ouais, monde. c'est Je ça. pourrais devenir un grand Exactement. sculpteur ou un grand dessinateur Ouais. de sculpture, un grand peintre, un grand dessinateur, tu vois. Ouais. Ouais. Pourquoi pas être Complètement. passé par ce chemin-là et pourquoi avoir choisi l'écriture? C'est pas l'idée qui m'est venue en premier, mais en fait, c'est pas un truc que j'ai mis de côté. Je me dis, quoi qu'il arrive, l'impact de mes baskets aura une répercussion. Et ensuite, là, il faudra rebondir. Mais c'est pas une réflexion que je me suis faite à l'avance. Tu vois, je me suis dit, je verrai plus tard quand ça va marcher. Et ensuite, via mes designs, parce que en fait, mes designs à moi sont assez caractéristiques. Et j'ai des détails bien précis. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera une facette. Pas forcément dans l'art ou quoi que ce soit, mais je vais pas me limiter à la basket. Et moi, la réflexion, elle vient surtout, vu que, comme j'ai dit au début, je suis parti à la base, quand j'ai commencé à écrire, c'était par réflexion du monde par rapport aux humaines machines. Moi, je me dis, moi, plus tard, qu'est-ce que je peux apporter qu'est-ce que je peux apporter pour révolutionner, en fait, mon art et de ne pas rester que designer et devoir présenter aux gens des baskets tous les 3 mois en disant, oh, voilà, c'est mon show, elle veut dire c'est moi, etc. C'est hype, ça m'intéresse pas cette gloire-là, tu vois. Et l'écriture est arrivée. Pourquoi? Parce que je me suis dit, avant de faire quelque chose, il faut prévenir les gens que ça va arriver. Tu vois. Je voulais en fait ce côté en fait de j'écris en 2020, je dis quelque chose qui va arriver, ça va rester quoi qu'il arrive écrit. Et plus tard on va se dire ah il avait déjà écrit ça avant, tu Mhm. vois. Et pourquoi passer par là? Parce que moi en fait ça m'intrigue énormément en fait de savoir que plus tard on pourra modifier son cerveau. C'est-à-dire je vais à l'hôpital comme une chirurgie, comment t'enlèves comment ça s'appelle Une tumeur ou une un truc. tumeur, exactement. Tu enlèves une tumeur dans le cerveau, on t'enlève une tumeur. Donc, le cerveau modifié sera possible plus tard, tu vois. Et je me suis dit,
si je dois pousser la chose jusqu'au bout, donc ça, il faut que je l'écrive. Et ensuite, en l'écrivant, j'ai écrit un film. Mon premier film, je l'ai écrit sur ça. D'accord? C'est un film que j'ai déjà écrit, qui est fini, j'ai fait tous mes dialogues, etc. Il manque juste un réalisateur et un producteur, et voilà, vu l'argent, c'est tout. Et en fait, c'était sur un mec qui part d'une réflexion, qui commence à créer, et qui, boum, part sur autre chose. Il décide de créer d'autres personnes via son cerveau. En gros, il distribue ce qu'il a dans la tête aux gens, tu vois. Et justement, moi, je voulais pas, en fait, le côté, en fait, rester dans le domaine artistique uniquement. De toute façon, parce que déjà, le français, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, je voulais écrire, déjà. Je voulais écrire quelque chose pour prévenir le monde de demain. Et le switch a été là, en fait, au niveau de l'insuffisance des baskets. Mais en sachant que, comme le mec dont tu m'as parlé, ça aura forcément des répercussions sur d'autres arts. Forcément. Mais c'est pas un truc que j'ai programmé. C'est un truc qui sera obligatoire, même. Tu vois. Tellement je pense faire des trucs uniques. Donc, qui dit unique, bah, dit évidemment qu'il ne se voit nulle part. Et évidemment, en général, quand les gens ne voient quelque chose nulle part, ils veulent le prendre et ils veulent le mettre un peu partout. Donc, je pense qu'il y aura une répercussion comme ça qui sera automatique. Mais en fait, le côté prévenir de comment je vois le monde de demain était plus important pour moi via l'écriture que via déjà de me disperser maintenant alors que j'ai pas encore sorti une marque, quoi, tu vois. C'est plus ça le truc. J'ai pas encore sorti ma marque. Donc, j'ai pas commencé à penser à travailler, à repeindre le Louvre, etc. via mes trucs, tu vois. Donc, étape par étape, je suis encore dans la première étape, c'est-à-dire premier dessin, premières écrits, en gros, tu vois. Donc, je suis dans l'écriture et en fait, ce lien-là, en fait, à la base, bah, il est pas évident le lien entre le design et l'écriture. Sauf qu'en fait, moi, comme je suis. Le design, c'est pas la fashion week, tout ça, c'est un truc qui m'a saoulé très vite. Donc, je vais plus. Et justement, l'écriture était un peu plus posée. Et aussi, il y a eu aussi une réflexion familiale derrière. Je me disais, cette vie d'écrivain-là, là où tu es chez toi, tu as ton bureau, tu écris, je veux cette vie-là. D'avoir son enfant, par exemple, à côté. Tu vois. Et voilà, être disponible pour ma famille, c'est un truc qui m'a toujours interpellé. Donc, le fait d'écrire, en gros, c'était aussi, en fait, enfin, c'était bienvenu dans ma tête. Parce que je me suis dit, je vais faire un truc que j'aime, poser de chez moi, et je vais dire aux gens ce que je pense via l'écriture. Donc, c'est très intime comme procédé. Je suis dans mon coin, et finalement, ça finit par être diffusé. Donc, c'est au-delà, en fait, justement, le côté de design a ce côté très voyant tout de suite. Tu vois, tu peux pas quand tu dessines, tu as une équipe autour de toi, etc. Quand tu écris, voilà, es dans ton coin, etc. Donc, ce côté-là, en fait, je le voulais vraiment, vraiment, mais sans fermer les portes. Sans fermer les portes à. Voilà, au contraire, j'ai justement, quand je te parlais au début des 6 tomes que j'écris, l'un des tomes s'appelle Portes ouvertes. Parce que ce que je fais, forcément, aura une répercussion. Ça va forcément ouvrir des portes à d'autres personnes. En bien ou en mal, en plus, tu vois. Donc, évidemment, que quand tu vois que la Chine, par exemple, prépare, je sais pas si c'est une info qui est vraie ou pas, peu importe. Aujourd'hui, on prépare, par exemple, le Mars, tu vois, on prépare à aller sur Mars. La Chine prépare des soldats robots, etc. Il y a plein de trucs que l'humain fait, qui fait parce qu'en fait, il est jamais satisfait, déjà, et parce qu'il veut toujours un peu, comment dire, aussi marquer l'histoire. Tout le monde veut marquer l'histoire quelque part, tu vois. Tout créateur veut marquer l'histoire parce que il veut prendre la petite chose qui fera changer le monde, tu vois. Et moi, en fait, c'était l'écriture, en fait, ma façon à moi De changer le monde. de changer le monde, en fait. C'est-à-dire transmettre comment dire, un message au-delà de la paix. C'est vraiment un message de bien-être. Moi, je suis beaucoup porté sur le bien-être, c'est-à-dire quand on est bien avec soi-même. Parce que moi, je l'ai vécu, il y a un moment où j'étais pas bien du tout. C'était la période, ouais, j'étais chez moi et ça allait pas. Et celle avec qui je partageais ma vie ne le voyait pas. Je savais pas à qui me À qui te confier. à qui me confier, tu vois. Donc j'étais livré à moi-même avec mon cerveau qui me perturbait, qui me faisait pas dormir de la nuit, mais vraiment, c'est-à-dire les voix dans ma tête, les trucs dans ma tête, je les entendais fermement. Et quand tu te dis, en fait, là, ça va pas du tout, et tout, est-ce que tu peux m'aider? Et tu te dis, mais en fait, t'es fou, quoi, qu'est-ce que tu fais qu'elle dort? Tu vois. Donc, tu vois, tout ça, en fait, fait que je me suis dit, ok, je vais transmettre. Je vais transmettre un mal-être pour que les gens, en fait, qui s'identifient ou qui s'identifient pas, en fait, puissent savoir qu'en fait, bah, c'est le monde dans lequel ils vivent, bah, c'est pas que eux et qu'il y a autour de soi, en fait, il y a quelque chose de plus, quoi, tu vois. Donc, le switch, il s'est fait là, en fait, dans l'insuffisance de ce que c'est le monde de la mode. Tu vois, simplement. Je pense qu'il y a plus d'impact à écrire, pour moi, il y a plus d'impact à écrire parce que c'est intellectuel, parce que ça pousse les gens Moi, j'ai peur, tu vois, quand je vois des jeunes d'aujourd'hui, tu vois, enfin, j'ai 28 ans bientôt, je suis pas vieux. J'ai très peur des mouvements des influenceurs. Il y a des bons influenceurs, évidemment, tu vois.
Mais un mouvement d'influenceurs, en fait, on ne sait pas ce qu'on suit, la Mhm. télé-réalité, etc. On sait En pas fait, ce c'est qu'on globalement le s'approche. mouvement du monde qui te fait un peu Qui peur me et fait un du peu coup. peur. Et je veux, en fait, parce que je viens d'une autre génération aussi, qui est pourtant, en fait, moi, je devrais suivre ce monde-là, tu vois, par rapport à mon âge, tout ça. Mais je veux casser un peu ce code-là en me disant, je veux pas de ça. Donc j'écris. Donc je suis designer et écrivain. J'ai 27 ans, j'ai 28 ans. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui le font, qui soient renois, qui soient immigrés, etc. Tu vois. Donc évidemment, je sais très bien ce que j'incarne aussi. Donc le fait d'écrire tout ça, bah, va faire que les gens vont s'identifier aussi plus tard, tu vois. Donc le Hmm. lien était plus là, en fait, au niveau de mon identité à moi. Parce que lui, évidemment, j'imagine qu'il a eu des influences. Il connaissait quelqu'un là-bas. Il connaissait quelqu'un qui écrivait déjà, qui fait de la peinture, je sais pas. Tu vois. Moi, j'ai pas eu ces contacts-là. Donc, peut-être que si j'avais designé à ce moment-là et qu'un mec de chez Dior m'avait dit, oh là, c'est bien ce que tu fais, il faudrait que tu viennes chez nous, etc. Peut-être que j'aurais eu d'autres impacts. Mais Hmm. le fait d'être moi dans mon coin et être très intime dans ce que je fais, bah, l'écriture était évident, en fait. Hmm. Prévenir pour que plus tard, en me disant, bah, sois pas surpris que plus tard ça se passe parce que moi, j'ai déjà pensé à ça maintenant. Donc, je vais écrire ça, en fait, pour vous, tu vois. Ok, je comprends. C'est plus ce sweep-là. Et du coup, deuxième question, comment on... T'as l'idée d'écrire un essai? Ouais. Pour expliquer un peu aux gens, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais un essai, c'est plus une idée, une réflexion Mm. sociologique ou philosophique Ouais. qu'on essaie de poser sur papier et qu'on propose au monde. Ouais, Et un roman, c'est vraiment plutôt une histoire qu'on raconte. exactement. Du coup, il y a vraiment une différence à faire Il y entre a une les grosse deux. C'est pas... différence. Il y a des gens qui écrivent que des essais, Ouais, d'autres qui écrivent que des bien sûr. romans, et parfois certains qui font les deux, mais c'est Ouais, pas obligatoire. ouais, Mais c'est deux écritures différentes. ouais, ça n'a rien à Tu voir. vois, par exemple, moi, je suis très fan de Camus, tu Ouais, vois. Camus, il avait une force, et cette idée-là, elle me poursuit, mais du coup, je vais l'appliquer à autre chose parce que j'écris pas d'essai. ouais, Mais c'est qu'il faisait beaucoup de triptyques. d'accord. Et du coup, Ouais, il écrivait une pièce de théâtre, un roman ouais, et un essai philosophique sur le même sujet. Du coup, ouais, traité de ouais. différentes manières, comme c'est trois formes Mhm. différentes finalement, mais ça amène pas du tout les mêmes choses. Ouais, Tu vois, par exemple, moi, ce qui m'a marqué, c'est le triptyque sur l'absurde, ouais, où il a écrit une pièce qui s'appelle Le Malentendu, en tirant l'histoire d'un fait divers, ouais, tu vois. Il a écrit L'étranger, ouais, qui est un de ses romans les plus connus, et il a écrit Le mythe de Sisyphe, ouais, qui est un essai philosophique. Si tu sais pas ça, tu lis les trois, tu comprends pas le lien. ouais, Surtout que la pièce de théâtre, elle est particulière déjà sous sa forme, parce que c'est une pièce de théâtre, tu vois, et que ça traite d'un sujet particulier. Tu vois pas forcément le lien avec l'étranger, ouais, et encore moins avec l'essai philosophique. ouais, En plus, vraiment, si t'es pas connaissant de ouais, philosophie et tout, tu comprends pas pourquoi le mythe de Sisyphe et tout. Mais en tout cas, pour lui, ça représentait l'absurde, tu ouais. vois. Comment toi, t'as réussi à te dire, ok, je veux partir sur un essai sur cette idée de ce que va être le monde plus tard et Mhm. ce que va apporter la technologie dans ce monde plus tard. Comment on passe de ça à écrire un roman alors que c'est pas du tout Ouais, la même chose. Et surtout qu'en plus, si je comprends bien, tes romans ils traitent pas vraiment de cette idée-là. ouais. Et du coup, tu pars vraiment sur autre chose. Ouais. Justement, pour ça, justement, je pars sur autre chose, mais tu as des indices. Tu vois. Quand tu liras mon livre, justement, et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, en fait, le roman, il est parti d'un mal-être personnel. Tu vois. Je venais de rompre avec mon ex, et c'était pas très bien. Ouais, je n'étais pas très très bien. Je me suis dit, est-ce que je me casse réellement? Est-ce que je me casse? Et est-ce que je me dis, bah, en fait, j'oublie tout le monde? C'est-à-dire, je vais juste pour me sentir bien. Et le roman est venu en fait dans cette réflexion-là, vu que finalement je suis resté. Donc je me suis imaginé partir. Le roman est venu là. Sauf que je me suis dit, bah, en fait, c'est pas mon domaine à moi. En plus de ça, moi, je lis très peu de romans parce que voilà, j'ai l'impression de rien apprendre. Alors que non, tu vois. Mais c'est juste, voilà, c'est juste une flemme et tout. Moi, j'ai lu plus d'essais, j'ai lu plus de trucs qui vont m'apprendre quelque chose. Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi avec une encyclopédie qui était comme ça chez moi. J'ai tout fini. Tu vois. Ça me passionnait et tout. Donc, j'ai plus essai. Je pense que je vais écrire des romans. Je vais faire les deux plus tard. Mais sur mon livre, justement, qui est sorti, les hommes, les loups et le vent, c'est justement, il y a un petit mélange. Il y a un peu d'essai là-dedans, tu vois, de mes premiers écrits. Pourquoi? Parce que il y a un peu de même machine, il y a un peu d'automobile, etc., tu vois. J'ai vraiment voulu mélanger un peu tout là-dedans. Mais le vrai truc, c'est que c'est parti en fait d'une réflexion personnelle, d'un sentiment personnel, parce que j'étais pas très bien. Je me disais, est-ce que
Est-ce que je reste là, en fait, sur Paris, dans mon appart, etc. Est-ce que je paye un loyer cher alors que finalement, on est confiné, on fait rien? Est-ce que je me casse quelque part? Qu'est-ce que je fais? Au final, au lieu de partir, j'ai écrit. Tu vois, et finalement, c'était la meilleure décision de ma vie parce que j'aurais parti, j'aurais fait peut-être rien foutu, je me serais amusé Hmm. au pire, tu vois. Donc, c'est parti, en fait, d'une réflexion personnelle et en regardant ce que j'avais déjà écrit à ce moment-là, j'ai pris un peu d'essai et j'ai mis dans mon roman. Tu vois, en gros, c'est toujours une histoire inventée, mais finalement d'un mec bah, qui. En gros, c'est une histoire sur une île avec des humains normaux et des hommes qui ont perdu leurs bras parce qu'en fait, bah, il fallait. Parce qu'ils sont confrontés à un animal, etc. Tu vois. Et ça, en fait, fait que dans le roman, en fait, j'ai mélangé en fait l'ancienne vie. T'as des mecs qui vivent dans un milieu avec des cabanes, etc. par fierté, parce qu'ils veulent être là. C'est-à-dire, on est fiers de ce qu'on est. On ne veut pas de vos technologies, on ne veut pas de votre électricité, on ne veut pas de vos machines à laver, on veut rien. On veut juste être nous-mêmes. Mais en même temps, on a notre technologie à nous qui est, dès qu'un mec est blessé, on lui remet son bras, qui est complètement bionique. Tu vois. Donc, j'ai mélangé un peu ces deux univers-là dans un roman. Et c'était un truc tout naturel, mais mon roman, je ne l'ai pas réfléchi. Je Hmm. me suis dit, je veux partir, et j'ai commencé à écrire. Je me suis imaginé l'histoire d'un mec qui partait. Et au fur et à mesure, c'est venu. Donc, je crois, en 12 et 2 semaines, c'était fait. Et c'était vraiment très bizarre comme sentiment. C'est la première fois que j'écrivais, aussi vite en plus. Il y avait pas de réflexion, il y avait pas de. L'histoire était juste fluide dans ma tête et j'ai étalé ce que j'avais. En nuit au jour, je dormais pas. C'est-à-dire, je commençais à dessiner à 22 heures, je me couchais à 5 heures du mat, je me réveillais à 11 heures et c'était reparti. Donc pendant 2 semaines, j'ai fait que ça. Tu vois. Et c'est vraiment comme tu as dit par rapport à Camus, je pense que finalement, en fait, quand on est dans ce monde-là, je pense que Camus il a pas creusé la tête pour faire ça. Parce que Hmm. c'était naturel pour lui, tu vois. Et Hmm. moi, je pense que. Enfin, c'est prétentieux, évidemment, je me compare à personne. Mais le moment, le raccourci était évident, en fait, finalement. Tu vois. Tous mes romans portent sur le bien-être. Tous mes romans porteront sur le bien-être. Celui-là, il porte le bien-être de soi, peu importe que ce soit amoureux ou peu importe la vie de tous les jours, etc. Ou alors, nous, vis-à-vis de la mort, comment est-ce qu'on appréhende, comment est-ce qu'on fait, quand les proches sont partis, comment est-ce derrière ça, on continue à vivre. Donc, tout ça, en fait, fait que c'était une évidence pour moi, en fait, de pas faire des romans, en fait, qui ont pas de sens. Hmm. Tu vois, là, j'ai envoyé un autre roman qui est parti en études. C'est aussi porté, ça parle du féminicide. Tu vois. Donc c'est forcément un truc. En gros, c'est pas dans le féminicide, c'est le regard de la responsabilité qu'on a, nous, face à une femme qui se fait battre ou au pire tuer. Hmm. Le regard de la justice, le regard des gens, est-ce qu'on est responsable, est-ce qu'on doit même aller en prison parce que nous, on n'a pas appelé la police au bon moment, est-ce qu'on Hmm. est responsable à ce moment-là, tu vois. C'est toujours porté sur ça, en fait, tu vois. Donc finalement, entre l'essai qui porte sur le féminicide, là, le féminicide, c'est ça qui doit être pris comme loi, etc., etc. Là, c'est une portée, là, c'est une pensée philosophique, tu vois, que Hmm. tu soumets une pensée à l'État, par exemple, en disant, Monsieur le Président, vous ne faites pas assez pour les droits des femmes, etc., on devrait faire ça. C'est un essai. Mais dans un roman aussi, tu peux dire, au lieu de dire Monsieur le Président, tu dis, je pense que le Président aurait pu, tu vois. Hmm. Ça fait une histoire Hmm. qui est au conditionnel, ça Hmm. reste un roman, mais c'est pas un essai. Donc, je pense que le lien est finalement, pour moi, il est assez évident. Ce que j'entends, moi, c'est que j'ai l'impression que, du coup, ta créativité, pour élargir, tu vois, que ça soit le design, l'écriture ou quoi, je dirais l'écriture au sens large, vu que Mm. tu écris plusieurs choses, euh, elle émane de tes réflexions, Ouais, mais qui sont des réflexions finalement sur la globalité du monde. exactement. Et du coup, Ouais, c'est ta vision du monde ouais, ou tes réflexions sur ce que le monde va ouais, devenir par ton propre prisme. exactement. Et du coup, bim, ça sort. Et du coup, si je comprends bien, un, un- un roman pour toi, c'est jamais très loin d'un essai dans ta Non, tête, parce que ça reste une réflexion c'est profonde sur jamais le très monde. loin. Exactement, t'as tout compris en fait. Quand j'écris un roman, c'est pas une histoire et on est content, etc. Tu Ouais. vois. Mon premier roman, il traite de la mort sévère, il traite du départ, il traite du regard que ta mère a quand tu décides de partir à l'étranger sans nouvelles. Et si en plus là-bas, en fait, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, ta mère elle est inquiète, à quel point elle est inquiète. Si derrière ça, il se passe quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rentres, tu es triste? Est-ce que tu t'en veux à mort? Est-ce que tu t'en veux en te disant putain, je suis parti, ma mère elle est restée seule à souffrir de mon absence? Tu vois? C'est toujours une réflexion par rapport aux gens autour de moi, parce que je tiens beaucoup en fait à ce que les gens autour de moi se sentent bien. Tu vois? C'est un truc qui me porte à cœur. Et justement, quand j'écris un roman, il y a une part d'essai, obligatoirement.
Parce que justement, le but quand j'écris, c'est d'apporter quelque chose aux gens. Mhm. C'est pas de lire et savoir que ouais, j'ai bien aimé, etc. Moi, comme j'ai plus tard, comme je le dis dans le roman que j'ai fini d'écrire, donc que j'écris en ce moment, ça s'appelle la femme de lettres. C'est une femme qui écrit et qui influence son monde. Tu vois. Et en fait, elle aussi, elle fait des réflexions dans le sens où bah, elle est de la génération qui a 27 28 ans, tu vois, et qui ne veut pas être comme les autres qui suit ses études, etc., d'avocate, etc., et qui veut devenir une femme d'influence, mais pour que les gens, en fait, finalement, se disent, bah, les études, c'est quand même une très belle valeur, quoi, tu vois, de Mhm. faire quelque chose. Et en fait, moi, j'ai en fait l'idée de faire un roman avec des laissés à l'intérieur, c'est une obligation pour moi. Parce que justement, comme tu as dit, ça part d'une réflexion personnelle par rapport au monde dans lequel on vit. Donc, ça peut être un proche, donc, de mon premier roman, et ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que justement, l'histoire de mon deuxième roman, c'est un mec qui doit secourir quelqu'un et mettre sa vie en danger pour quelqu'un qui ne connaît pas. Mhm. Il n'a jamais vu de sa vie, mais il est témoin de la chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est responsable si on ne fait rien? Ou alors, c'est pas mon histoire, on s'en va. Tu vois. Mhm. C'est encore une réflexion là-dedans. Ça peut être un essai aussi, mais c'est un roman. Donc, tous mes romans sont tournés vers ça, qui fait que finalement, après avoir fini mes quelques romans que je suis en train d'écrire, quand j'aurai tout écrit, donc je me laisse quelques années, enfin, c'est pas un problème, il y aura un rapport avec ce que j'avais déjà écrit dès le début, des essais sur réflexion. Donc Mhm. tout porte autour de la réflexion du cerveau. Parce que moi j'ai un rapport très bizarre avec mon cerveau. Moi, je parle de lui à la troisième personne. Mhm. Tu vois. C'est un être à part entière. C'est un être à part entière pour moi. Parce qu'il y a un problème. Des fois, je cherche et tout, je me dis, j'espère qu'on est pareil, quoi. J'espère qu'il y a plein de gens. Parce que c'est pas normal, tu vois. Dans ma tête, je sais comment ça se passe, je sais qui fait quoi. Je sais que quand je crée une basket épurée, je sais de quelle partie il le fait. Quand je crée une basket là où il y a plein de détails, je sais quelle partie il le fait. Quand j'écris, je sais dans quel mode je suis. Quand je suis moi-même, je sais dans quel mode je suis. Donc il y a des vrais comportements dans mon cerveau, tu vois. Et je parle toujours de lui, je dis toujours il, parce que c'est un mec chelou, tu vois. C'est pas, moi, je suis moi, le mec qui rigole, le mec qui vanne, etc., qui regarde le foot, qui écoute du rap, etc., tu vois. Mais dès qu'il faut devenir sérieux, je sens dans mon cerveau qui me dit, ok, bon, stop, c'est moi qui prends la place, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment, en fait, un mécanisme dans ma tête qui se fait automatiquement. Tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe si je fais un essai ou un roman, il faut toujours voir une pensée philosophique du monde dans lequel on vit. Alors, la question que je me pose là, c'est est-ce que c'est pas un fardeau lourd à porter pour ta création de vouloir apporter quelque chose au monde, tu vois? Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou pas? Parce que c'est mon avis, hein, et tu me diras si ça te correspond pas, mais ouais, j'ai l'impression que, les, on- entre guillemets, tous les artistes ont une forme de réflexion sur le monde, ouais, dira-t-on. ouais, Plus ou moins poussée. J'ai l'impression que chez toi, il est très poussé, mais on dirait que tous les artistes ont ce truc-là de vouloir délivrer au monde quelque chose. ouais, Sauf que quand c'est vraiment un truc qui est réfléchi à l'origine et qui est profondément ancré en toi, ouais, j'ai l'impression que ça pose sur tes épaules un poids en plus, tu vois. ouais, Qu'il y a une forme de légèreté du coup qui s'efface, il y a une forme de spontanéité. Je dirais pas ça dans ton cas, vu que tu m'as dit que c'est très spontané ton ouais, écriture, tu vois. Mais en tout cas, il y a euh, une forme de légèreté, ouais, ouais, pour reprendre ce terme-là, qui s'efface, mais qui est remplacée par une lourdeur. ouais. Tu vois, parce que porter le poids du monde sur ses épaules, si je le vois un peu comme ça, réfléchir sur le monde dans sa globalité et surtout pour son avenir, c'est faux. C'est mentalement porter un espèce de poids, tu Ouais. vois. Et ça doit peser lourd sur la créativité. Ça perd énormément en fait pour tout dire. C'est-à-dire moi ça fait quelques années que j'ai pas un sommeil normal déjà. Ça, c'est le premier impact c'est ça. Parce que j'arrive pas à dormir tôt. Si je dors à 23h un jour parce que je suis fatigué et je suis debout à 4h du mat comme si j'avais rien été. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bah, du coup je mets le basket, je mets la NBA, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas un sommeil de 8 heures. Déjà, ça fait longtemps que j'ai pas dormi 8 heures de ma vie, ça arrive. Ça arrive rarement. Et surtout, la deuxième chose, c'est que je suis un mec angoissé. Je suis très angoissé tout le temps. Je stresse pour tout. J'appréhende absolument tout. Et en gros, je dis moi, mais mon cerveau, en fait, appréhende tout. C'est-à-dire, l'information, je reçois toutes les informations de ma tête, peu importe toutes les couleurs. Quand j'arrive dans une pièce, je regarde toutes les couleurs qu'il y a. Je regarde tous les bruits, tous les sons qui donc je pense que enfin, c'est un truc que là, je vais le dévoiler parce que je crois que c'est pour qu'on comprenne mieux. Je suis Asperger, tu vois.
un truc que j'ai appris un peu plus tard. Il y a déjà ma famille ne le savent même pas en plus parce que voilà, je vais pas dire à tout le monde, je n'ai pas de différence. En gros, j'ai grandi dans cette façon-là en fait d'être moi-même. J'étais très entouré quand j'étais petit et que ce soit avec mes oncles qui sont pas très, qui ont 8 ans d'écart plus que moi. Donc en gros, c'était comme des grands frères, tu vois. Donc, j'ai grandi très entouré un peu et j'ai jamais eu en fait, j'ai toujours senti un peu une distance par rapport à comment les autres réfléchissaient, toujours. Je savais pas c'était quoi, donc en grandissant et tout. Donc, ce fait que j'appréhende absolument tout, je vois tout, je comprends tout, j'entends tout. Et donc, ça pèse déjà au niveau du cerveau parce que le cerveau doit contenir beaucoup d'informations. Mhm. Et dans cette information-là, en fait, il trie. Et c'est souvent un peu perturbant parce que des fois, j'oublie des trucs qui sont importants pour moi, mais mon cerveau a estimé que c'était pas important. Ouais, je vois ce Tu que tu veux vois. dire. Et il a jeté. Il a jeté, là, je dis, ah, du coup, je fais quoi, je l'engueule. Je dis, mais frère, pourquoi tu jettes ça et tout, c'est là, tu vois. Et des fois, je me fais des films comme ça quand je suis tout seul dans ma chambre. Et en fait, c'est très très lourd à porter parce qu'en fait, tu te mets tu te dis non seulement, en fait, c'est à double tranchant. Tu te dis, personnellement, c'est un truc que je veux faire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prévenir un peu en écrivant. Si tu ne fais pas plus tard, c'est un échec. En même temps, tu te dis, bah, personne m'attend finalement, tu vois. Mhm. Mais pour toi, c'est pas tant les autres. C'est que pour toi-même, tu te dis, je vais faire ça. Tu vois. Et comme je dis souvent, en fait, autour de moi, c'est que ma première chose à quoi je vais réfléchir quand je serai riche, si Dieu me donne la chance d'être riche, mais vraiment riche, c'est éradiquer la faim. Pas dans le monde, parce que ce sera trop, mais dans ma zone déjà. Créer des spots gratuits. En gros, tu décides, si tu gagnes 1 milliard par an, bah, il y a 100 millions qui sont destinés à perte. C'est une réflexion du monde. Mhm. Ça peut paraître insensé ou bisounours, mais c'est une réflexion du monde. C'est-à-dire que 1 milliard par an, quoi qu'il arrive, parce que tu as créé une entreprise qui te généré de l'argent, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de ouais, j'ai plus d'argent, je commence à perdre de l'argent. Non, quoi qu'il arrive, chaque année, tu as ton argent parce que les gens ont besoin de toi, ton entreprise. Tu vois. Donc tu perds 100 millions par an à perte pour nourrir les gens. Quelque chose de faisable. Donc tu le fais dans ton entourage, tu crées un spot. J'ai appelé ça un McDo gratuit. C'est Mhm. un endroit où les gens vont manger gratuitement tous les jours. Tu perds de l'argent, tu emploies des gens, mais c'est pas grave, vu que au lieu de gagner 1 milliard, tu gagnes 900 millions. C'est déjà beaucoup 900 millions, c'est énorme 900 millions. Mhm. Tu le fais là, après tu le fais dans ton pays d'origine, etc., 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 tu vois. Donc tout ça, c'est des pressions que je me mets moi-même, alors que personne m'attend. Mhm. Si je ne le fais pas, c'est pas grave, tu vois, personne m'attend. À part évidemment, si évidemment j'ai une femme et tout, je me marie avec quelqu'un, évidemment elle saura ce que je prépare et tout dans l'intimité. Justement, voilà. Et ça, personne ne m'attend à ce moment-là. Personne ne m'attend pour ça. Mais je me suis mis une pression à moi-même qui fait que je me réveille le matin en pensant à ça. Mhm. Mais c'est très bizarre parce qu'en fait, je peux très bien dire non, je m'en fous. Mhm. J'arrive pas à dire non, je m'en fous. Parce que je me suis mis à moi-même la pression et mon cerveau a intégré qu'il fallait le faire. Point. Mhm. Il n'y a pas de ouais et tout, finalement, je vois, non. Mon ambition est telle que, elle est colossale, mais il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de pour ouais, finalement, je ne veux pas aboutir à ça parce que ouais, ça me prend trop de temps. Non. C'est moi qui ai décidé de faire ça et mon cerveau, en fait, a dit je vais faire ça, je dois faire ça. Tu vois. Donc, ouais, au niveau du poids, c'est tous les jours. C'est-à-dire, je me réveille avec une pression et avec l'âge aussi, tu vois. Tu te dis, bah, enfin, l'âge, un jour de plus, c'est pas concret. Un jour de plus, je suis pas encore un auteur connu. Mais c'est pas une inquiétude. C'est que ça Mhm. va arriver. Mhm. Parce que tu te donnes les moyens pour arriver. Justement, c'est ça qui bosse avec l'écriture, c'est que tu écris un livre, on le lit, s'il est magnifique, on le produit, point. Il n'y a pas de diplôme dans la littérature finalement, tu vois, Mhm. c'est ça qui est bien. Donc le poids en fait il est là, c'est-à-dire que tu te réveilles un matin avec des pressions que tu t'es mis toi-même, personne t'a mis de pression, genre, les gens parlent de pression de la société, etc. Moi j'ai pas de pression de la société, moi je m'en fous de l'État. Tu vois. C'est juste qu'on a un mec au pouvoir, tout ce qui m'intéresse de Macron par exemple, du président de la République, c'est que c'est un mec de 39 piges qui est arrivé, qui a raga tout le monde, qui a pris le pouvoir. Mhm. Moi je m'inspire de ça, peu importe ce qu'ils font comme décision derrière. C'est très bizarre, tu vois. Mhm. Mais j'attends rien de l'État parce que je sais que mon projet à moi, c'est ça, 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 ça. Et le poids, il est là. C'est-à-dire de ne pas dépendre de quelqu'un, de se dire en fait, on doit réussir parce qu'on a décidé de réussir par soi-même. C'est pas une affaire d'ego, peu importe. Mais c'est un poids tous les jours parce que ça empêche, déjà, ça bloque ma créativité parce que je ne peux pas écrire comme je veux tout le temps. Je peux pas dessiner autant que je veux. Là, je dessine moins qu'avant parce que j'écris plus qu'avant. Il faut faire un choix entre les deux. Parce qu'évidemment, on a 24 heures dans la journée. Et si on enlève 5 heures de sommeil, bah, ça fait plus le travail, etc. Donc ça fait moins d'heures dans la journée. Donc ça pèse sur mes épaules psychologiquement par rapport à l'avenir. Ça influe sur mon travail parce que finalement, en fait, je peux me retrouver aussi dans un moule de se dire
j'ai tellement promis dans mes écrits que je suis obligé de le faire, etc. Tu vois. Donc ouais, c'est un gros poids. Mais c'est un poids la nuit, c'est un poids la journée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des moments on cherche des moments pour s'évader. Hier, je me suis évadé en regardant le PSG contre le Barça pendant 1h30. Hmm. Tu t'évades, tu fermes les yeux. Mais ton cerveau, il pique un peu. Donc, quand c'est fini, tu cherches un truc à attraper. Parce qu'en fait, il y a la phrase de l'écriture qui te pince à la tête. Mais tu n'as pas envie d'écrire parce que tu es fatigué aussi. Tu veux dormir. Tu vas aller voir ta copine, tu vas aller voir ton truc. Tu veux pas tout le temps écrire. Donc, en fait, tu as mis un poids à toi qui fait que, en fait, en gros, c'est comme si tu avais ouvert les portes à la créativité. La créativité, il a dit, oh, ah ouais, c'est ici on est invité, on entre alors. Et quand tu veux fermer, tu dis, oh frère, vous êtes trop nombreux maintenant, allez, sortez un peu, il sort plus. Ouais. C'est fini, tu vois. Hmm. C'est fini, il est là maintenant. Et moi, c'est tous les soirs. Tous les soirs, j'écris une page de mon livre. C'est un livre qui va faire 300 pages à peu près. Donc ça va être le troisième roman. Et j'écris, si j'écris pas une page, j'écris une phrase qui va me donner la suite après. Hmm. Tu vois. Et donc tout ça, en fait, fait que bah, c'est un énorme poids. Mais euh, est-ce que ce poids-là, il amène pas de la douleur dans la création? Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Parce que du coup, comme on t'en parle là, ça pourrait être perçu euh, comme une espèce de combat avec soi. Ouais. Tu vois, entre la créativité qui arrive, le poids qu'on a sur ses épaules, qu'on s'est mis, ça tu l'assumes très bien, tu vois. Mais est-ce que du coup, dans le processus lui-même et dans le fait de créer, il n'y a pas une forme de douleur, euh, de putain, je me sens obligé de le faire, et puis il y a tout ce poids-là sur mes épaules, du coup, j'ai peur de rater. Enfin, tu vois, tout ça condensé Il y qui a peuvent tout créer une mélangé. forme de douleur et de non, ou en tout cas de non-plaisir à se mettre à la créativité. Le non-plaisir, non. Parce que le plaisir, je l'ai. Mais je sens mon cerveau piquer. Il tangue les soirs. Je le sens fortement à chaque fois. Je le sens physiquement. C'est physiquement éprouvant. Mais en fait, je prends du plaisir pas tant à écrire, mais au résultat de ce que j'écris. Quand j'écris une page entière, je suis satisfait de ma page. Je me dis, ah ouais, d'accord, ok. J'ai- le côté souffrance que j'ai eu là, parce que c'est un truc qui tire, qui te lâche pas, tu vois. Et quand je fais une phrase et que la phrase est finie, j'ai déjà d'autres phrases, etc. En gros, c'est des phrases de 30 lignes que tu fais en 10 minutes. Mm. Parce que une phrase t'inspire une autre, etc., 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 etc. Moi, je suis, moi, en tant que fan de litote et de jeux de mots et de ce que j'appelle des fausses pistes, en fait, c'est tout ça en fait qui pèse sur le cerveau. La phrase, elle t'arrive de manière normale, tu vois. Si par exemple, je dois dire plusieurs jours ont été passés, tu vois, je dirais le temps a fait ce qu'il sait faire de mieux, le point passé. Tu Mm. vois. Tout ça en fait fait que bah, tu cherches dans ta tête et t'es mécanique, c'est-à-dire la phrase est arrivée, une autre partie de ton cerveau a dit non, cette phrase est trop simple, elle est venue trop simplement, il faut la modifier. Donc, tout ça en fait fait que tu écris et t'es pris que par ça. Quand tu regardes pas, tu regardes rien autour de toi, t'es pris, on te parle, t'es ailleurs, mais en fait, c'est pas un plaisir, c'est pas du genre j'écris, je fais des poèmes, etc. C'est Mm. vraiment un truc qui te tire au cerveau et c'est en 2 heures du matin, tes yeux ils piquent. C'est pour ça que je parle de douleur, tu Ouais, vois. c'est une douleur physique en fait, Mm. tu le ressens physiquement. Mm. Donc tu rajoutes à la physique, à la douleur physique, à la peur que ce que tu écrives soit pour rien et que ça aboutisse pas, que ça ne plaise pas aux gens, tout ça en fait, Mm. c'est une angoisse qui est en même temps. Parce que quand tu écris, tu penses déjà au lecteur. Ouais, bah oui, mais forcément. Tu vois, donc quand tu écris un truc et que toi ça te plaît, que ça te fait mal à la tête, que tu as pensé aussi en disant est-ce que cette phrase-là va plaire aux gens, est-ce qu'elle est assez bien formulée. Donc tout ça en fait c'est une douleur qui fait que bah, la nuit tu dors pas, tu dors pas comme tout le monde. Mm. Tu te réveilles à 4h du matin, etc., avec une phrase en tête, tu prends ton téléphone, tu l'écris. Et là, ça, bah, il faut à nouveau 30 minutes pour dormir. Parce que moi, j'ai pas un sommeil du champagne, je suis parti, non. Pas comme Mm. les gens ils font. Mais moi, quand je me couche, je dors 2 heures après. Mm. Parce que mon cerveau, il n'a pas fini, en fait. Moi, j'ai fini, mon corps, il a fini. Mais mon cerveau, non. Il a dit, en fait, qu'est-ce que tu fais? En fait, il est que minuit. Ouais, Voilà. ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, tout ce poids-là, physique-là, plus la pression de ne pas réussir derrière, moi, je vis en angoisse. Mm. Ma vie, elle est angoissée tout le temps. Je reçois un mail, je suis angoissé. Je reçois un message du Gabon alors qu'il n'y a rien. J'ai une bonne nouvelle, je suis angoissé. Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer derrière. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Donc, angoisse permanente. En fait.
la vie de tous les jours, la société, le travail, etc. Plus moi le soir, je ne suis jamais en paix, sauf quand j'essaye de voir quelqu'un, de voir un pote, de voir ma meuf, de regarder un match de foot, de regarder un film. Ce sont des trucs-là, en fait, qui pendant 1 heure, 2 heures, en fait, me libèrent. Hmm. Mais quand je suis seul, c'est terrible. Mais vraiment, c'est terrible parce qu'en fait, bah, ça me lâche pas. Ouais, je vois. Je vois. Et du coup, c'est la créativité qui émane de toi, qui permet un peu de ouvrir les vannes pour libérer ce poids. Je pense, ouais. Mais sinon, quand c'est pas ça, Ouais. c'est dur. C'est très dur, ouais. Je vois, je comprends. Et du coup, je me nourris de la productivité. C'est-à-dire, en fait, Ouais. il y a la créativité qu'on a. Si on n'est pas productif, ça sert à rien. Bien sûr. Moi, je me nourris quand je relis mes textes après avoir fini. Enfin, pas que je relis, vu que moi, j'écris dans l'application de notes. Après, je le peaufine sur page, tu vois, sur page. Et quand je fais le copier-coller de note à page, je vois en fait ce que j'ai écrit et ça prend 30 lignes, etc. C'est bien écrit, etc. Là, je sens un truc. Qui se libère. Ouais. Je dis, ça y est, apparemment Mm. pour ce soir, ils sont calmés. Tu Mm. vois. Et j'appelle, c'est très bizarre. Mais je sens en fait, ok, pour ce soir, donc je peux dormir alors. Non, mais je comprends que quand tu parles de productivité, quand on a ce cheminement que tu as et euh, ce mental que tu as, pour faire simple, tu vois, je comprends que le fait de produire, ça crée une forme de libération au niveau des angoisses, des peurs, du poids, que ça libère un peu. Mais le problème, c'est que là, on revient un peu à Camus, tu vois, Mm. qui parle du mythe de Sisyphe, parce que Sisyphe, je sais pas si tu connais, c'est un mythe grec. Et pour faire très simple, c'est un mec qui a été puni par les dieux, Ouais. par Zeus. Et sa pénitence, c'est d'avoir une pierre qui doit monter en haut d'une montagne. Mm. Et chaque fois qu'il arrive en haut, en fait, en haut, il y a une pente qui fait redescendre la pierre. Et lui, il doit toujours la monter. Tu vois, c'est ça sa pénitence toute sa vie. Ouais. Pour l'éternité, il devra faire ça, monter cette pierre. Et en fait, c'est le pierre, comme elle redescend toujours, il doit toujours la Ouais. monter. Oh, c'est Tu c'est vois. une belle image. On peut voir comme Et ça. j'ai l'impression que, du coup, tu vois, par hasard, le lien s'est fait, tu vois, mais c'est un peu ça, toi. C'est ça. Tu vois, Ouais. ta pierre, c'est tout ce que tu accumules comme pression, Ouais. comme poids, comme idée que tu as dans la tête, comme envie. Ouais. Et tu libères en écrivant, tu crois être arrivé en haut, et en fait, une fois que tu as libéré, la pierre redescend, tu es obligé de remonter. Faut remonter un autre livre qui Ouais, arrive. À chaque c'est fois, ça. c'est pareil. C'est comme ça que je le perçois. Ouais. Et c'est. Je peux pas dire c'est horrible parce que je me nourris de ça aussi quelque part. Tu vois, Mm. je me sens utile à l'avenir. Encore, je me sentirai mieux plus utile quand ça sera fait. Ouais, Mais je me sens bien en me disant, ok, je vais faire quelque chose que j'aime et quelque chose qui va servir, quelque chose de noble, quelque chose de propre. Voilà, il n'y a pas d'illicite, pas de trucs bizarres, Mm. pas d'argent facile. Voilà, je fais un truc, j'utilise mon cerveau pour faire quelque chose, tu vois. Mm. Ce truc-là de fierté-là est très important pour moi. Tu vois. Ouais. Donc finalement, je prends ma punition comme, voilà, je prends ma punition comme ça, de remonter la pierre à chaque fois. Et c'est vraiment comme ça parce que quand je finis un livre, je sais déjà ce que je vais faire après. Mm. Dans mon téléphone, j'ai, entre essais et romans, il y a 28 livres. 28 livres. Un est sorti, ça fait un an que j'écris. 5 sont déjà finis, mais ils ne sont pas prêts, pas peaufinés. Et j'ai d'autres romans. Là j'ai envoyé déjà un roman à une édition assez connue. J'attends la réponse d'ici 2 mois. Je suis en train d'écrire un livre, je suis à la 80e page. Et je sais déjà ce que je vais faire après. Il y a un autre que j'ai dû laisser, que je suis à peu près à, on va dire, à une cinquantaine de pages. Et c'est tout le temps pareil. C'est-à-dire qu'en fait, je sais déjà ce que je vais faire après. Et même ce que je vais faire après, j'ai déjà commencé un peu pour pas perdre le fil. Mm. Parce que je suis plusieurs livres à la fois. Tu Ouais. vois. Donc tout ça, en fait, est déjà là et je dois les finir, quoi qu'il arrive. Ce sont des trucs que j'aime faire. Et le fait de voir son nom sur un livre, quelque chose qui me passionne déjà, alors que ça fait qu'un an que je suis dedans. Donc c'est des trucs pour lesquels je me nourris, donc je ne peux pas le prendre comme une punition. C'est une condamnation, j'en parle justement dans mes essais, c'est une condamnation. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'aurais choisi avoir cette vie-là, Mm. c'est-à-dire tout le temps être emmerdé, on va dire, dans sa tête, Mm. par quelque chose, tu vois. Donc je parle de condamnation, mais qu'on peut dire condamnation positive. Condamnation dans laquelle tu trouves un intérêt finalement. Exactement, je trouve un intérêt au final parce que ça apporte quelque chose aux gens, que ce soit aux simples lecteurs qui veulent juste lire, que ce soit aux gens qui ont besoin d'un chemin dans la vie,
voilà, plein de trucs, tu vois. C'est une satisfaction d'une productivité, au-delà de la créativité, tu vois. Mm. Donc, évidemment, je me considère en tant que créatif, même si je le dis peu, parce que c'est toujours un terme, en fait, qui peut paraître prétentieux, etc. Peu Ouais. importe. Je suis productif, je m'utilise en tant que productif et ambitieux, tu vois. Je préfère ces deux termes-là parce que, et justement, le terme, moi, qui me vient le plus, c'est psychopathe. Parce que j'ai mes trucs à moi. C'est pas de la folie, c'est pas du genre, je veux que le lait soit rangé là et là, là, ça je m'en fous complètement. Mais c'est au niveau des détails. J'ai un vrai problème avec les détails. Il faut que ce soit fait comme ça quand je dessine, etc. Ou quand j'écris. J'ai besoin d'un mot et pas un autre. J'ai besoin d'un synonyme et pas un autre, etc., etc. Tu vois. Donc, mon cerveau est fixé dessus. Il faut que ce soit comme ça. Tu vois. Ouais, je comprends. Et une fois. Donc ça me fait du mal à ma tête. De toujours chercher le truc comme ça. Ça pique le cerveau. Mais une fois c'est fait, je me nourris de ça. Ouais. Donc, en gros, par rapport à la pierre, une fois la pierre est en haut, c'est ce moment-là, en fait. Il y a un moment quand Il y même a un moment de libération. Tu Ouais. souffles. Ouais. Quand tu vois la pierre arriver, tu dis, ah. C'est reparti. Et en même temps, tu dis, ok, c'est pas grave. Ouais. Le résultat sera bien. Ouais, je vois. Donc, tu vis dans ça, etc. Donc, il y a des petits moments comme ça où voilà, t'es bien parce que tu cries pas, t'es dans un moment de cool avec tes potes, etc. Moi, c'était souvent le bowling avec mes potes, des trucs simples, tu vois, le cinéma, etc. Au moment où tu oublies. Mais la brèche, elle est tellement, en fait, elle est tellement petite, là où la créativité. Moi, il suffit qu'au cinéma, par exemple, il m'est déjà arrivé de voir écrire. Parce que le film n'est pas intéressant. C'est une brèche pour la créativité, tu vois. Ouais, je vois. Si je suis concentré, c'est bien. Mais dès que le film commence à être nul, Ouais. moi, je suis allé voir Aquaman. C'est quoi cette histoire, tu vois? Pardon, je tape sur les gens. Alors Je suis archi d'accord, mais bon, bref. je me retrouve dans une histoire dans l'eau, qu'est-ce que je fous là? Du coup, mon cerveau, il est pas bien. Ouais. J'imaginais des chaussures, Mm. tu vois? Alors que je viens de voir un film. Donc, j'ai besoin, en fait, d'être tout le temps comme ça, en fait. C'est-à-dire d'avoir des petits moments à moi, là, qui me font oublier. Donc, évidemment, j'ai besoin des gens, j'ai besoin de mes potes, j'ai besoin d'être accompagné, d'être en couple, etc. Tu vois? Et j'ai besoin de ça. Donc, dès que ça va pas, dès que ça va pas dans mon couple, ou que ça va pas avec un pote, je coupe le lien. Mm. Parce que finalement, tu m'emmerdes plus qu'autre chose. Donc, tu m'empêches de créer, je suis improductif avec toi. En plus de ça, j'ai des réflexions, je peux pas écrire parce que tu es là. Donc, tu me rends improductif. Donc, tout ça, en fait, c'est un poids qu'on a tous les jours, finalement, parce que c'est sans arrêt. Ouais. Et c'est vraiment une pierre. L'image, elle est très très belle. J'avais jamais pensé à ça en plus. L'image, elle est très très belle. C'est tout le temps. C'est-à-dire, c'est un éternel recommencement. Et tu te demandes où ça va s'arrêter. Donc, peut-être que plus tard, ça va s'arrêter à la tumeur. Ouais. Tout à l'heure. Ouais. Plus tard, c'est dit, j'en ai marre en fait d'avoir ce cerveau-là. Relève-moi ça de la tête. Ouais. Monsieur le chirurgien, c'est possible maintenant. On est en 2050, c'est possible de s'enlever son cerveau. Donc, enlève-moi mon cerveau, j'en ai marre. Je vais Ouais. être avec ma femme et mes enfants tranquillement sans devoir réfléchir tout le temps. Tu vois. Mm. Voilà, en fait, c'est un plaisir, mais en même temps une douleur de tous les jours. Ouais, je Tu comprends. vois, de tous les jours. Moi, quand je me réveille à 4h du matin, je sais que c'est la merde. Mm. Je Ouais. sais que je ne vais pas me réveiller à rien faire. Mm. Je sais que je vais devoir écrire. Parce qu'il y a une phrase et tout qui m'est venue dans mon rêve. Il y a plein de trucs qui sont très mystiques et qui m'intéressent énormément. Mm. C'est pour ça que justement je parle d'une humaine machine. Jusqu'où on pourra aller par rapport au robot, tout ça. Est-ce que ça va nous aider à mieux nous sentir? Est-ce que le fait d'avoir un autre cerveau, comme un remplacement de cœur par exemple, avoir un autre cerveau n'a pas nous aider à mieux être donc, plein de trucs comme ça en fait qui me prennent la tête, mais en même temps dans laquelle j'espère une libération plus tard, Mhm. tu vois. C'est un truc qui va prendre un long processus, donc moi je suis parti comme ça, d'une souffrance comme ça, on va dire pour 20 ans de créativité sans cesse et de vue d'écriture. Mais le jour où j'en aurai marre, j'espère que ce que j'ai dit au début pourra être Ton salut. mon salut, ma clé vers la liberté. Ouais. Tu vois. Donc j'espère ma sortie de là. Au-delà j'aime pourtant ce que je fais, mais le poids est tel que peut-être que je peux passer à côté de ma vie. Tu vois. Il y a un personnage biblique qui est comme ça, c'est Paul, qui n'a ni meuf ni rien du tout, etc. Il va juste parler de, Jésus, de Dieu partout. Je dis, c'est un ouf ce mec-là, il n'est pas marié, il veut rien du tout. Il est juste, toute sa vie, c'est parler de Jésus, tu vois. Donc je sais pas si lui le vit en tant que poids ou est-ce que le vit parce que c'est bien pour lui, etc. Ouais. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, c'est pas le cas. Moi, c'est un poids, c'est un sacrifice, mais dans lequel je trouve de la positivité Mm. parce que je me dis, je vais apporter aux gens quelque chose. Ouais, je, je vois. je me sacrifie un peu quelque part. Tu vois. Ouais, je comprends. Donc, l'image est très très belle, ouais. Ok. Ben, merci, on va conclure. Bah, avec plaisir. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouais.
La première, c'est ton objet créatif favori. Franchement, je dirais une feuille blanche. Une feuille blanche? Une feuille blanche, une feuille de canson comment ça s'appelle? Du format A3. Parce que c'est là où tu peux créer une chaussure en fait en taille 43, on va dire. Et pourquoi aussi? Parce que je peux aussi écrire dessus. Je peux pas dessiner sur mon téléphone. J'écris sur mon téléphone, c'est le plus rapide. Mais je peux pas dessiner sur mon téléphone. Alors que je peux faire les deux sur la feuille blanche. Donc la feuille blanche, en fait, pour moi, ça représente la liberté. Une feuille blanche vierge avec un crayon, tu vois, c'est vraiment libre. Tu fais ce que tu veux dessus. Et c'est un truc que j'ai toujours cherché dans ma vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de ce qu'on me demande. Plutôt qu'un diplôme, donne-moi une feuille blanche. Hmm. Et je vous montre ce que je sais faire, tu vois. Et ça a un poids aussi quelque part, parce que tu te dis, mais en fait, il suffit d'une feuille blanche, quoi. Je sais faire ce que vous voulez que je fasse. Certes, c'est pas validé par un prof, pas par une institution, pas par un diplôme reconnu par l'État, mais je sais le faire. Donc donnez-moi cette feuille blanche-là. Et la feuille blanche, elle est jamais tendue, parce qu'on n'a pas confiance que tu vas faire. Ça ne coûte rien, en fait, de donner une feuille blanche à quelqu'un à dessiner, tu vois. Donc je pense que c'est tellement la liberté de la feuille blanche. C'est vraiment, en fait, ouais, ça représente pour moi la liberté. Et on retombe encore sur la créativité que je disais tout à l'heure. Mon salut à moi, c'est encore la liberté de mon cerveau. Donc la feuille blanche, liberté d'écrire ou de ne pas faire, tu vois. Tu vois. Donc en gros, c'est ce blanc de liberté-là, ce blanc de rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire ne fais rien. Tu as le droit de ne rien faire ou tu as le droit de montrer ce que tu sais faire. Donc la feuille blanche, ouais, je dirais au-delà du crayon, au-delà du truc, au-delà moi, je connais des gens qui n'écrivent que sur Photoshop ou sur Illustrator, sur InDesign. Ils ne savent pas faire à la main parce qu'ils ont appris à faire comme ça à la main. Moi, je veux rester à l'ancienne et je crée toujours mon dessin sur une feuille de papier. Et ça part de rien. Il y a pas d'instruction. Il y a juste, tu as une feuille blanche, tu es libre de faire ce que tu veux ou de ne pas faire ce que tu veux. Ouais, je vois très Moi, je dirais bien. la feuille blanche. Ouais. Ok. La deuxième question, c'est une œuvre inspirante pour toi. Alors, c'est encore très très vague parce que mes inspirations ne viennent pas du milieu de livres. Voilà, ça Bah, vient. n'importe quoi, Ouais. ce que tu veux. Ça vient en fait de. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Mais si je dois choisir une œuvre inspirante pour moi, et là je vais lui rendre hommage parce que je pense qu'il le mérite. Parce que tu connais un rappeur qui s'appelle Silla. C'est un belge, j'en parle dans mon livre. Et je l'appelle même, on ne se connaît pas, hein, franchement, on ne se connaît pas du tout. Et on a eu un échange sur Instagram. Et le son Solitude, je veux dire. Il a fait un son qui s'appelle Solitude. Enfin, il y a plusieurs sons. Il y a Seul sur la Lune. Un son, tu vois, le son, quand tu l'écoutes, tu te les écoutes, enfin, tu te retrouves à 100%. C'est très bizarre. C'est comme s'il avait écrit pour toi, tu vois, ce genre de son-là. Donc je dirais en fait le son Solitude de Tila, c'est une œuvre à part entière parce que c'est pas juste un rappeur, c'est pas un mec qui rappe, etc. Pour moi, c'est un putain de poète qui n'est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il n'est pas assez connu, parce qu'il veut pas peut-être aussi, parce qu'il aime bien avoir son public à lui. Et c'est un génie ce mec-là. Pour moi, c'est la plus belle plume que j'ai jamais écoutée, que j'ai jamais lue. Parce qu'il a cette manière en fait là de choisir ses mots. Voilà, il a un son qui s'appelle Dernier Voyage, dans lequel il parle du salut. Mais tu peux pas, si tu réfléchis pas, tu peux pas savoir que c'est le salut. Tu vois. C'est une réflexion, en fait. Pour moi, c'est un tout. C'est un chanteur, c'est un écrivain, c'est un poète. Et en fait, c'est ça ma plus belle œuvre. En fait, on va dire son album entier. On va dire. Il y a un album qui s'appelle Pleine Lune, 1 et 2. C'est ça pour moi la plus belle œuvre artistique. C'est au-delà des romans, au-delà des essais, au-delà des chaussures, etc. Parce que finalement, c'est ça qui reste. Il a fait un son justement qui s'appelle Olympia. Pour savoir quand on va mourir, qu'est-ce qu'on laisse. Tu vois. Et ça, c'est pour moi l'album, ces deux albums-là sont mes plus belles. Maintenant, je veux dire, l'album, je dois choisir, je vais dire Pleine Lune 1. Je sais pas que j'ai commencé par ça. Donc, ma plus belle œuvre, c'est l'œuvre de Scylla. C'était une œuvre musicale. J'invite les personnes qui ne le connaissent pas à aller découvrir. C'est une œuvre musicale qui s'appelle Pleine Lune. Et moi, je l'ai appelé lui, co-auteur de mes émotions. Là. Alors que je ne le connaissais pas du tout. La version, je l'ai découvert dans un feat avec Kerry James. Il s'appelle Dernier MC. Je me suis dit, c'est qui ce mec, etc. Le couplet, il est fort. J'allais chercher. Je dis, ah ouais, d'accord.
Et voilà, donc ma plus belle œuvre à moi, c'est une œuvre musicale. Donc en gros, c'est un truc, tu vois, c'est un truc qui n'a rien à voir avec mon domaine. Tu vois, Ah, je vois, je vois. moi, je vais chercher ailleurs, moi, des trucs comme ça. Hmm. Et, et, et voilà, bon, pour répondre à cette question-là en plus simple, pleine lune de Scylla, Ok, la plus belle œuvre. pleine lune de Scylla. Et la dernière question, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. C'est encore un autre débat. Pourquoi? Parce que moi, je sais par quoi, en fait, j'ai dû passer. Tu vois. Parce que, bah, que ce soit au niveau du doute, au niveau de l'inquiétude après, moi, je dirais, en fait, le conseil, c'est de ne pas écouter. Ne pas écouter ce qu'on peut se. C'est très vague, hein. Mais je pense que les mauvaises ondes, c'est quelque chose qu'on néglige. C'est-à-dire, c'est pas condamné par la loi. Ça devrait être condamné par la loi, moi, les ondes. Hmm. On devrait être en prison parce que tu as une mauvaise onde pour quelqu'un. Un truc très négligeable, mais qui nous pèse énormément. Tu vois, moi, Hmm. quand j'ai commencé à écrire, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, j'étais accompagné par un ancien meilleur pote et mon ex, je ne vais pas la tomber dessus. Il y a des bons moments, etc. Mais c'était comme un poison. Quand j'ai commencé à écrire, les premiers mots émanant de leur bouche étaient des rires, Hmm. tu vois, de la moquerie. Tu vois. Donc, quand tu reçois ça en pleine gueule, tu te dis, enfin, oh, donc finalement, je ne vais pas écrire. Hmm. Tu vois. Donc, la première chose, c'est de se dire, quand on ressent quelque chose profondément en soi, fais-le. Je dis pas de le faire et de le montrer aux gens, parce qu'évidemment, si c'est nul à chier pour de vrai, bah, tu vas prendre une raison dans la gueule qui ne sert à rien. Fais-le, relis-le, redessine-le s'il est mal fait. Fais un truc dans ton coin. Parce que moi, quand j'ai commencé à dessiner, on va dire, j'ai arrêté mes études, je me suis mis entre 4 et 6 mois en train de refaire la même chose. Feuille blanche, crayon. Je refaisais. Je prenais ma chaussure que j'avais à la maison, qui était une paire de Margiela, je me souviens très bien, je la prenais comme ça avec ma main gauche, je dessinais avec ma main droite, pour avoir le trait parfait comme ça. Au début, tu la rates, c'est évident. Tu vas jamais croire que tu vas le reçu du premier coup. Hmm. Donc, sois juste persévérant et sois obsédé. Moi, comme je dis souvent, en fait, est-ce que tu es ambitieux? On me dit non, je suis obsédé. Hmm. Je suis obsédé par mes ambitions. C'est pas une affaire de dire ouais, je suis ambitieux, etc. Je vais faire ça. Non, je suis un obsédé. Et c'est les termes que j'utilise. Comme tout à l'heure, j'ai utilisé le terme psychopathe. Et Hmm. obsédé, c'est des termes qui font peur en général aux gens. Moi, c'est des termes que moi, je les trouve positifs. Parce que quand tu es focus, le terme focus aux États-Unis, l'équivalent en français, moi, voilà, concentré, c'est pas assez. Voilà. Hmm. Focus, c'est plus ça. Donc, un conseil à quelqu'un qui veut démarrer, c'est fais-le réellement. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc que les gens qui ont réussi disent. Moi, j'ai pas encore réussi, je le dis déjà, tu vois. J'estime ne pas encore avoir réussi, je le dis déjà. Pourquoi? Parce que fais-le. Oublie ce que ton pote va dire, ta meuf va dire, etc. Peu importe, même ce que ta mère va dire, oublie. Ok, Fais un truc qui t'arrive dans des tripes et tu sens qu'en fait, là, il faut le dire. ok. Il faut le dire, un truc où, enfin, pas que ce soit au niveau du livre, que moi je donne le conseil par rapport à ce que je fais. Crée-le, fais-le. Démarcher des marques, des sponsors, ça c'est autre chose. Hmm. Prends déjà la feuille blanche et dessine, et après tu vois. Ok. Et après tu vois où tu vas arriver. Quand ça te plaît, c'est un bon démarrage. C'est pas assez, parce qu'évidemment ça peut nous plaire et pas plaire aux gens, etc. Et on crée pour les gens, on ne crée pas pour toi, on n'écrit pas pour toi, on écrit pour les gens, on crée pour les gens. Donc fais-le d'abord pour toi. Une fois que ça te plaît, tu démarres. Ok, fais-le, sois obsédé Sois et obsédé. laisse les mauvaises autres de côté. L'obsession, c'est pour moi, c'est la meilleure des voies. Ok. Moi, je suis un obsédé. Évidemment, tu peux mettre des termes bizarres après cette Ouais, phrase. Elle mais est je bizarre cette comprends. phrase, tu vois, je suis un Ouais, mais je obsédé. comprends, je comprends. Mais je suis un obsédé de ce que je fais. C'est-à-dire, Ok. quand je dis je vais écrire mon livre, je vais écrire mon roman, je vais écrire mon roman. Ouais. Voilà. Quand j'ai écrit mon premier livre, en fait, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Non, mais il est sorti, il était concis. Hmm. Alors qu'au début, je me suis dit, putain, je sais pas le faire. L'histoire va être cohérente. Bon, au final, si, en fait, t'envoies une maison d'édition et tu dis, ah ouais, d'accord. Quand t'as un retour au téléphone de la personne qui te dit, ah ouais, votre roman, etc. Quand le mec part et tout, la personne raconte votre histoire et ça l'a ému, bah, tu dis d'accord. Hmm. Tu dis, ah ouais, d'accord, tu vois. Donc, fais-le. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, tu feras pas l'unanimité, déjà, un. Et deux, la première personne qui est concernée, c'est toi. Donc, quand ça te plaît, fais-le, crée-le, dessine-le, propose-le après ou pas pour l'instant, peu importe. La première étape, c'est de sortir ça de ta tête. Première étape. Ok. Ça, non seulement c'est libérateur, Hmm. en plus de ça, bah, avec beaucoup de chance, enfin, un peu de chance,
et beaucoup de travail, les gens vont aimer. Mm. Donc, en gros, c'est vrai. 2 fois bénéfique. T'es libre, et en plus de ça, ça marche. Mm. Donc, sors-le de ta tête. Ne garde jamais un truc que tu as en tête trop longtemps. Ça va te pourrir le cerveau pour rien. Donc, sors-le de ta tête. Les moqueries, tu auras des moqueries. Tu auras des gens qui vont te vanner, tu auras des trucs. Moi, je l'ai reçu en pleine gueule. Le rire de quelqu'un qui est proche de toi, ça fait très mal, tu vois. Mm. Et quand t'es obsédé, crois-moi que ça te fait rien du tout. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je m'en fous complètement de ce qu'on va dire. Mais je vais le faire. Et je vais te prouver à toi que tu as eu tort. Point. Il n'y a pas de mais si je ne réussis pas. Non, je vais réussir. Point. Parce que Ce que j'ai fait. j'ai fait déjà. Ouais. C'est une réussite déjà de faire déjà. Ah, Donc, on part bien de là. sûr, je suis d'accord. Ouais. Bah, merci. Bah, merci à toi Je vais d'avoir mettre accueilli. le lien pardon, je vais mettre le lien dans la description vers ton Instagram, Ouais. vers où on peut acheter, on peut Ouais. trouver ton livre Ouais. et pour qu'on suive ton travail.